I'm Buffy, the vampire. Se présente la princesse Consuela d'Oppenheimer. I'm the Doctor. I am Daenerys Stormborn. Eh ben moi, c'est Nat. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Blabla Série, le podcast où on parle de séries, quoi. Hein. Évidemment. Allez, place à l'épisode du jour. Salut Nat. Salut Chloé. Aujourd'hui, je dis un autre salut parce qu'on a un invité. Donc, salut Timin. Salut. Comment tu vas ? Ça va, il fait chaud. Il fait chaud. Ouais, on va diffuser cet épisode, je crois, au mois de septembre, mais on l'enregistre en pleine canicule estivale. donc, on a chaud. Et donc, aujourd'hui, on a... Timin, tu es notre première invitée sur le podcast. Donc, youpi, on est... Bienvenue. On est trop contente de t'accueillir. Et en fait, c'est toi qui nous as contactés parce que tu adores Buffy et tu as 20 ans. Et je le précise parce que c'est quand même une différence entre nous, puisque moi j'ai 40 ans et toi, Nat, je sais jamais si on a 2 ou 3 ans d'écart. Moi, je suis à 37. Voilà, donc on a même plus que 2 ou 3 ans d'écart. Et donc voilà, on n'est pas de la même génération, mais on est tous les trois fans de Buffy. Et tu nous as dit que ce serait chouette de discuter comme ça en ayant des expériences du coup différentes de Buffy. Donc tu es là pour parler de Buffy avec nous. Et on a trop hâte parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, ne serait-ce que sur les ressentis, sur les expériences. Ça va être cool. Ouais, carrément. Est-ce que pour commencer, tu nous dirais un peu comment t'as commencé à regarder Buffy, quel âge t'avais, dans quelles circonstances ça s'est passé, qu'est-ce qui fait que tu t'es mis à regarder Buffy ? Alors, ça a été au collège que j'ai commencé à regarder. Et en fait, c'était mes parents qui avaient regardé eux quand ils étaient jeunes. Et ils avaient beaucoup aimé. Ils se sont dit, tiens, c'est un truc qu'on pourrait regarder ensemble. Et donc, on a commencé à regarder de façon régulière tous les soirs ou alors le vendredi soir, le samedi soir. Et donc, on s'est fait tout Buffy pendant le collège. Et là, on est en train de se refaire Buffy. Maintenant que je suis post-lycée, post-bac. Et donc, j'en suis à la saison 5. Ok, donc là, c'est la deuxième fois que tu regardes, quoi. C'est ça. J'ai pas regardé Angel en entier, par contre. J'ai regardé que le début. Ouais, j'ai eu du mal. Mais je me rends compte aussi peut-être que maintenant que c'est sur Disney+, j'ai peut-être tous les épisodes. Alors que sur Canal, il me semble qu'il me manquait peut-être quelques épisodes qui sautaient. Enfin, il y avait parfois des épisodes qui n'étaient pas là. Ah, c'est chelou, ça. Ok. Ouais. Alors ça me rappelle la bonne époque où on regardait les séries que à la télé et où il nous manquait toujours plein d'épisodes. Et d'ailleurs, j'en profite avant qu'on continue parce que j'ai oublié de le dire au début, mais gros spoiler alerte. Nous, dans notre rewatch, on est rendu qu'à la saison 2 de Buffy. Là, toi, tu nous dis que t'es rendu à la 5 et que t'as déjà de toute façon tout vu. Nous aussi, on a déjà tout vu. Donc, dans cet épisode, on va parler de tout notre amour pour Buffy, mais sans filtre, sans faire attention aux spoilers. Donc, si jamais vous avez pas tout vu et que vous voulez pas être spoilé, allez-vous-en et écoutez notre épisode plus tard. C'est ça. Le prochain, c'est le prochain Buffy. Saison 2, post-Buffy. Mais oui, c'est vrai que ça rappelle un peu l'époque où, je me souviens, à l'époque, à la télé, quand t'avais des séries, des fois, ils les passaient pas dans l'ordre. Ils pouvaient passer l'épisode 1, puis l'épisode 5, parce qu'il y avait des histoires souvent, c'était des histoires de censure par rapport à ce qu'il y avait dans l'épisode. Donc, parfois, ça nous arrivait comme ça d'avoir deux épisodes diffusés en même temps, mais qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre et t'étais complètement perdu. Évidemment, Tim, t'as pas connu cette belle période. Ouais. Et je me demande, est-ce que vous aviez les spéciaux Halloween? Oui. Est-ce que vous les aviez à Halloween? Ah non. Non. Si, écoute, je pense quand même pas si loin que ça parce que on s'est fait la réflexion dans je sais plus quel épisode que même s'il y avait un décalage entre la diffusion française et américaine, la diffusion française c'était genre 1 an après, mais ça commençait aussi au mois de septembre. Je crois qu'on s'est fait cette réflexion en commençant la saison 2. Ah oui, mais ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit décalage parce que eux ils ont par exemple Thanksgiving et des choses comme ça qui décalent un peu, donc peut-être que ça se recoupe, ouais.
Je suis en train de regarder parce que cette semaine, on enregistre un épisode de la saison 2. Et donc, c'est l'épisode 5 qui a été diffusé le 16 octobre. D'ailleurs, je crois que l'épisode d'Halloween, on l'enregistre vraiment dans pas très très longtemps aussi. Et donc ça tombait. Bah tiens, Halloween, il avait été diffusé le 30 octobre, donc exactement pile pour Halloween. Trop bien. Il y avait quand même ce truc de ça commençait en septembre quoi, les nouvelles saisons, mais c'était juste un an ou 2 ans après les US, mais ça arrivait pas non plus n'importe quand quoi. Donc donc on a quand même eu les épisodes d'Halloween au moment d'Halloween, mais bon après Halloween on savait ce que c'était, mais c'était pas non plus c'était pas aussi specté que maintenant. Pas très important quoi. Vous aviez quand même un peu une chasse aux bonbons, des choses comme ça? Pas du tout. Moi, j'ai jamais fait ça enfant. C'est vrai? J'ai fait des fêtes ado, mais ado parce que du coup, on commençait à être un peu imprégné de culture américaine et on avait envie de fêter Halloween et donc on a fait soit des soirées films d'horreur ou des soirées où on se déguise en vampire et compagnie, mais pas de chasse aux bonbons. Moi, quand j'étais enfant, j'ai jamais fêté Halloween. Moi, je l'ai fait. J'ai vraiment un souvenir spécifique en étant au collège. Genre, une des premières fois où je pouvais sortir la nuit avec mes potes. Donc, je pense que j'avais peut-être 12 ans, un truc comme ça, 11, 12 ans, et je me souviens avoir fait Halloween dans mon quartier, quoi. Mais c'est vrai que c'était pas ultra répandu et que ça s'est démocratisé plus avec le temps. Ouais. Mais du coup, on parle de nos âges et ça me fait revenir à ce que tu disais que tu as commencé à regarder Buffy au collège parce que donc en fait, au final, on n'est pas de la même génération, donc on n'a pas la même expérience forcément de Buffy, mais on a quand même regardé au même âge en fait, parce que moi j'ai regardé Buffy quand ça a eu la première diffusion sur M6, donc j'étais en 5e, donc tu vois à peu près comme toi, et toi Nat, c'était à peu près ça aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Moi j'ai regardé un petit peu parce que je crois que je m'étais trompée dans l'épisode qu'on avait fait dessus. Moi c'était plutôt 4e, je pense, donc je vais avoir à peu près 12 ans. Donc oui, au final, ça reste collège, pré-lycée, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo parce que c'est des phases assez proches dans nos vies, j'imagine. Et donc il y a certainement des liens avec Buffy qui ont été faits à différentes époques. Mais des contextes du coup très différents de. Peut-être que par exemple, il y avait des choses. Vous en parlez toutes les deux parfois dans certains de vos épisodes sur le fait qu'il y a des décalages aujourd'hui avec comment. Par exemple, Alexander, il agit, comment d'autres personnages peuvent agir, comment le doublage français a pu être fait parfois aussi. On voit que c'est pas traité de la même façon qu'une nouvelle série qui sortirait aujourd'hui. Oui, c'est sûr. On voit clairement. C'est sûr. Et toi, t'as accroché dès le début? Honnêtement, je pense que. En vrai, si, puisque je suis quand même allé jusqu'au bout. Mais le début, je trouve que la saison 1, c'est pas la meilleure des saisons. Non. Et j'ai du mal à conseiller des potes en disant... maintenant, quand je les conseille, je leur dis allez au bout de la saison 1 et vous verrez après. Il n'y a que 12 épisodes. C'est ça va très vite. Allez-y. Vas-y. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ça pose... Mais après, c'est toujours comme ça dans un univers. C'est-à-dire qu'on va venir poser les bases. Et une fois qu'elles sont posées, on peut venir aller plus loin, quoi. Et donc, je pense que la première saison est bonne pour ça. Après, c'est vrai que le jeu d'acteur va évoluer, les personnages vont évoluer. Il y a une liberté dans les sujets qui sont abordés qui est vraiment intéressante. Après, dans la saison 1, il me semble que en re-regardant la liste des épisodes, il y a quand même pas mal d'épisodes qui sont vraiment intéressants et qui marquent les esprits. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, tu peux avoir du mal à accrocher à la saison 1. À l'époque, non, hein, moi j'ai accroché dès le premier épisode. Il n'y avait pas de souci. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un côté un peu vieillot dans l'image ou même parfois dans le rythme et tout. Et puis on voit bien qu'il y a moins de budget que les séries qu'on regarde aujourd'hui sur les plateformes. Donc je pense que pour des audiences actuelles, des fois, ça peut être un peu le truc qui te rebute et qui fait que c'est un peu trop vieillot, j'ai pas trop envie de commencer. Surtout si tu tombes après assez rapidement sur une blague pas drôle, qui a mal vieilli. Ouais, c'est sûr. Tu dis, non. Mais ouais, ça vaut le coup de continuer. Et comme tu dis, la saison 1, en fait, elle est bien une fois que t'as dépassé un peu ton truc de les vieilles séries. Mais il y a vraiment des trucs très très bien aussi dans la saison 1, quoi. Et puis, mais c'est marrant. Pardon. Excuse-moi. Vas-y. J'allais juste dire. Et puis je pense qu'un des trucs aussi qui rebute le plus quand tu découvres Buffy maintenant, ça va être les effets spéciaux.
Parce que là, surtout la saison Ouais. 1, donc première saison, pas beaucoup de budget, on sent qu'ils tentaient des trucs, ils étaient clairement pas sereins et ils étaient clairement pas assurés d'avoir une suite. Donc on sent que les effets spéciaux ont quand même pas mal vieilli. Et puis c'est vrai qu'avec le temps, ça va de mieux en mieux, mais c'est vrai quand t'es habitué à un certain type d'effets spéciaux, ça peut être compliqué. Hein. Même sur certaines visions des choses. Encore pour les vampires, je trouve que le maquillage a quelque chose d'assez spécifique à Buffy, qui est vraiment intéressant Mhm. et qui marque un peu les esprits. Par contre, les loups-garous, par Ah exemple, je ouais. trouve qu'il y a une vision du loup-garou qui a tellement changé que le costume, il est très ridicule en fait. Donc ça te sort un peu du truc. Ouais, Mais c'est c'est sûr. vrai que après, pour ce qui est du scénario, etc., je trouve que il y a des choses qui marchent super bien, des choses qui marchent moins bien. On a des débats parfois avec mes parents quand on se le re-regarde, notamment sur des trucs, on se dit, alors, est-ce que c'est parce que quand on est ado, on agit comme ça, ou est-ce que là, c'est vraiment Mm. exagéré? Hmm. Euh, T'as des exemples? j'ai des exemples, notamment avec Riley. Riley, je Ouais. trouve que il y a des choses enfin, il agit comme un gamin et en fait, est-ce que en fait, la rupture, je suis au moment de la rupture de Riley et Buffy. Donc, pour vous rappeler, en gros, Riley, il a vraiment ce truc il est un peu mis de côté parce que Buffy veut le protéger. Et du coup, il y a ce truc en fait, il est jaloux du pouvoir de Buffy, en fait, Mhm. qu'il a moins de force, qu'il puisse pas la protéger. Et donc, il y a tout un truc après de Buffy qui se sent coupable quand lui il part, parce qu'en fait, il part et Buffy, elle le laisse, elle court, mais c'est trop tard pour aller le récupérer. Oui, je me Un truc souviens de très ça. américain. Oui, avec l'hélicoptère qui Ah Ouais, décolle. oui, c'est je me ça. souviens très bien de cette Et scène. Buffy qui crie là, et il C'est l'entend pas. ça. Moi, sur le coup, j'étais comme, mais pourquoi il prend pas une pierre, un truc, balance-le sur l'hélicoptère, enfin, pourquoi tu cries comme ça? Ça n'a Et aucun sens. fait s'écraser l'hélicoptère, Nat, Non, mais un bravo. petit Tellement ça. Mais, mais oui, je trouvais que c'était un petit peu bizarre, ou aussi, par exemple, le fait que Spike, d'un coup, tombe super amoureux de Buffy. Je t'ai dit, Mm. ah ouais, c'est bizarre quand même. Et après, en rediscutant avec mes parents, ma mère, elle me dit, mais en fait, en même temps, il est impuissant, il peut plus mordre, il peut plus faire quoi que ce soit. Donc, en même temps, son cerveau, il commence un peu à délirer, ou en tout cas à trouver d'autres choses, quoi. Et donc, ça peut Mm. justifier le truc de l'amour inconditionnel qui arrive pour une personne, en fait, qui déteste et en même temps qui la fascine peut-être, enfin, qui peut fasciner, quoi. Est-ce que au début, c'est pas une façon de transposer son obsession? Bah, avant, son obsession, c'était de la tuer. Il sait qu'il pourra pas la tuer, donc son obsession, elle évolue vers un autre truc, donc bien sûr complètement toxique. Hein. Ce que Ouais. ce que je dis, c'est pas du beau amour romantique, mais bon, en même temps, leur relation n'est pas romantique. Donc, est-ce qu'il y a pas de ça, quoi, le fait il ait plus la possibilité de la tuer, son obsession se met sur autre chose qu'il sait faire, quoi, c'est être amoureux. amoureux de façon obsessionnelle, parce qu'on voit bien comment il est aussi avec Drusilla. C'est Ouais. clairement un mec qui, quand il est amoureux, Il y va, quoi. il y va. Bah ouais. Alors, moi, j'ai vu une interview de James Masters et donc, je me base sur mes vieux souvenirs, hein, parce que moi, j'ai vu Buffy qu'une seule fois, donc, mes souvenirs de Spike sont vraiment là où on en est, hein, donc début de saison 2, les plus frais, du moins. Et il disait que dès le début, en fait, il avait joué Spike comme, comment dire, il avait voulu faire transparaître le fait qu'il était attiré par elle. Et en fait, dès la première fois où, quand il est dans le bronze, donc vraiment, je crois que c'est son tout premier épisode, il est dans le bronze et il la regarde, elle, avec Xander et Willow, ils dansent et il les regarde de loin. Et il a vraiment un côté très prédateur. Bah, il disait que même dès cette scène-là, en fait, il avait joué le côté, je t'observe, je fais ma stratégie, mais aussi tu m'attires et potentiellement, il y a quelque chose de plus que juste le vampire qui veut tuer la tueuse, quoi. Donc c'est peut-être un mix de tout ça, finalement. Ouais. Et puis après, il y a toujours eu cette ambiguïté Ouais. dans Buffy du vampire et de la sexualité, et de comment, en fait, le fait de mordre, c'est aussi un peu ce côté sexuel qui peut y avoir, en tout cas ces attirances-là qui peut y avoir. J'ai même envie de dire, ça dépasse Buffy, Ouais, c'est c'est un classique. vraiment un truc qui est lié au mythe du vampire.
le Ouais. vampire très 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 vite dans la création du mythe du vampire. Il a été lié à un truc d'attirance et de sexualité. Et le fait qu'il soit humain, en fait, le vampire, enfin l'humain qui est devenu vampire, il garde des trucs de l'humanité, mais qui prennent d'autres tournures. Mais et du coup, il y a ça, je pense, qui reste et qui est très 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 souvent présent dans les histoires de vampires, et souvent des trucs aussi. Enfin voilà, les histoires de vampires sont parfaites pour des histoires un peu glauques et mais bon, bien écrite quand même, et cool quoi. Mais bon, voilà, faut pas. La majorité des histoires d'amour, de vampires et de comment ce lien entre la sexualité, le fait de boire le sang et tout, c'est plus souvent un peu glauque, bon, dans un sens positif quand on aime l'horreur et le gothique, plutôt que les histoires d'amour à la Twilight ou à Vampire Diaries, quoi. Ou même s'il y a aussi plein de trucs toxiques et problématiques dans ces relations-là, je trouve qu'on n'a pas exploré ce côté, voilà, comme tu dis, la morsure, c'est complètement une métaphore de la relation sexuelle, et c'est filmé comme ça dans Ouais, la plupart tous du les temps, c'est trucs ça. de vampires. Ouais. Et c'est que ça va avec le personnage du vampire. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, Nat, que Spike, il a peut-être il a cette attirance pour Buffy dès le début, quoi, mais c'est un peu tout va ensemble pour le vampire, quoi. L'attirance sexuelle et l'attirance t'es un humain, donc en fait j'ai Ouais, envie te de te manger. bouffer, Ouais, quoi. grave. Oui, et puis souvent dans les histoires de vampires, ça va être un vampire et une jeune fille. Donc il y a toujours un petit peu cette symbolique de dire bon, en fait c'est une relation avec un mec beaucoup trop vieux pour elle, et on fait le lien aussi avec la sexualité et tout ce qui s'ensuit, quoi. Il y a deux choses que j'aimerais rajouter. La première, c'est que j'avais lu Dracula au collège, et en fait, dans le roman Dracula, il y a vraiment, dans mes souvenirs, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est plus un truc il fascine dans l'admiration et dans la stature, le statut du personnage, plus que dans le côté sexuel. Il me semble qu'il y a peu de sexualité dans Dracula. Tim, c'est mon Après- cheval de bataille, ça. Je déteste l'adaptation de Coppola qui a transformé ça en histoire d'amour. Enfin, je crois que c'est pas lui le premier à l'avoir fait, entre Dracula et le personnage de Mina. Et d'ailleurs, Luc Besson a sorti un film là il y a pas si longtemps qui est basé complètement sur ça. Il en a fait une histoire d'amour, le truc. Et moi, je passe mon temps, je suis la grosse relou de service qui dit « Mais Dracula, c'est pas une histoire d'amour !» Puis Dracula, il est pas du tout amoureux de Mina. Mina, elle est dégoûtée. Et la scène où elle boit son sang, je suis désolée, c'est une métaphore du viol, c'est pas de l'amour. Tu m'étonnes. Voilà, parce que j'adore Dracula, ce roman est extraordinaire, franchement, je vous recommande vraiment de le lire. Mais en effet, le Dracula, il est pas du tout sexualisé. Pas du Ça. Et on le retrouve d'ailleurs dans un des épisodes de Buffy où il y a Dracula qui Oui. arrive. Mm-mm. Et où en fait, c'est... Bon, il y a quand même un côté un petit peu sensuel, mais c'est surtout un truc de manipulation mentale et de Ouais. pouvoir et de stature. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et donc la scène dans Dracula où il force Mina à boire son sang, voilà, des mecs comme Luc Besson interprètent ça comme un truc, une expression d'amour, mais clairement c'est du pouvoir et de la domination. Et ouais, comme tu dis, moi, j'adore l'épisode de Buffy avec Dracula, parce que je trouve qu'il est très très drôle, qu'il reprend plein de codes du cinéma de Dracula. Et ouais, et on voit bien que voilà, Dracula, il fait le beau gosse, ce gentleman, mais il est complètement dans la domination et la manipulation, quoi. L'autre truc que je voulais souligner, c'est que quand on a la backstory de Spike, il y a aussi ce truc romantique en fait, c'est un poète qui est dans Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. l'admiration, l'amour et Ah ouais, j'avais dans oublié tout ça. l'hypersensibilité. Donc, ça joue aussi sur le vampire qu'il devient, je pense. Oui, c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent aussi, comme quoi les émotions du vampire sont décuplées par rapport à l'humain. Et donc, si effectivement, si à la base, en tant qu'humain, il était plutôt sensible, c'est logique que Spike devienne aussi sensible et aussi intense, on va dire. Drama queen.
Drama On voit queen. bien comment Magnifique. devient Harmony aussi. Ouais, c'est vrai. Elle change pas du tout. Elle continue à collectionner les licornes. Bah, il y a une phrase que j'adore dans un des épisodes de Buffy avec Harmony en vampire. Je crois que c'est saison 4 ou saison 5, je sais plus exactement. Ouais, non, je crois que c'est avant Dawn, donc c'est saison 4. Et c'est Buffy qui lui dit écoute Harmony, quand tu as voulu être déléguée de classe, tu as été mauvaise. Quand tu as voulu être pop-up girl, tu as été mauvaise. Et maintenant que tu es mauvaise, tu es nulle. Pas Et mal. je trouve ça tellement drôle. Pauvre Harmonie. J'avoue qu'à l'époque, ça, c'est un peu un moment où moi, j'ai décroché de Buffy et je trouvais ça un peu nul. Mais maintenant, en ayant revu, moi, j'adore Harmony en vampire. Je trouve que je comprends que je pense que je devais avoir 16-17 ans quand on était rendu vers cette saison-là et que voilà, à 17 ans, j'avais d'autres trucs plus intéressants et Buffy était moins cool que quand c'est sorti quand j'étais au collège et que tout ça, je trouvais ça pas trop drôle et un peu cringe, mais en fait maintenant je trouve que c'est tellement drôle et décalé quoi et que Harmony elle devient pas une vampire complètement en total cuir, tu vois, je trouve ça trop bien qu'elle reste elle-même avec ses licornes et ses pulls roses quoi, enfin et elle est si drôle en vampire. C'est la relève Ouais, parfaite de Cordelia, je trouve. Elle ouais. prend bien la continuité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce que tu dis sur le fait que c'est le décalage qui permet en fait de justifier parfois le cringe. C'est-à-dire que Oui. parfois en fait, je sors du truc par certaines choses, par certains éléments que je trouve un peu gênants, dérangeants, mal vieillis, etc. Mais par un décalage et une conscience un peu on a des codes et on les reprend, bah ça vient en fait tout de suite se dire ok, on est dans une série qui est consciente un peu d'elle-même. Exemple, là on vient d'avoir un épisode avec mes parents où qu'on vient de regarder il y a quelques jours où juste après la rupture avec Riley, où Buffy elle se met à pleurer dès qu'elle parle de couple. Et en fait, à un moment, elle voit, elle voit Alexander avec Anya. Et elle dit, mais vous voyez, vous êtes un super couple et c'est beau et vous êtes unis. Et elle commence à pleurer en souriant. Et en fait, on se dit, c'est hyper ridicule, mais en même temps, bah, c'est fait exprès et on rentre dans le jeu. Et c'est ça ce que je trouve intéressant, en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours eu de l'humour et de l'autodérision et ils ont beaucoup joué avec les codes. Alors, t'as un côté très sérieux, très dramatique, très horreur même un petit peu, mais t'as aussi beaucoup d'humour et beaucoup de... On se prend pas trop au sérieux, quoi. Moi, c'est ça que j'aimerais Et vraiment je beaucoup pense dans que le film. c'est... Ouais, et c'est là le problème, c'est quand certains épisodes, t'as l'impression qu'ils se prennent trop au sérieux. C'est là où, en fait, tu commences un peu peut-être à avoir décrocher. du recul. Ouais, j'avais commencé un petit peu à décrocher vers la fin de la saison 4 quand on était que dans les combats avec les scientifiques et avec tout ça. Et où, en fait, t'avais un truc ça se prend un peu au sérieux et du coup, j'arrive plus trop à... Enfin, c'est que dans le truc du drame de il y a Adam partout. Enfin, je commence à en avoir un peu marre. Ouais. Et surtout, je me disais, mais quel est l'intérêt de ce gars? Enfin, j'arrivais pas à comprendre, en fait. C'est le pire méchant. Ouais, objectivement, c'est le pire. De toute la série, c'est le pire méchant, quoi. Oui. Parce que je peux entendre un truc ok, ça peut être intéressant qu'il y ait un truc un peu méta en fait, il est méchant, mais parce qu'il cherche à trouver qui il est. Mais en même temps, en fait, il est trop conscient de tout et il sait tout. Du coup, ça marche plus. Il y a plus la recherche de lui-même puisqu'il est déjà au courant de qui il est. Et il dit, je sais qui je suis. Ok, mais donc, ça nous aide pas trop. Ouais, puis je trouve que, il est hyper sérieux comparé aux autres gros méchants qu'on a eus. Ah, c'est vrai, ça. Ils ont toujours une touche, ils ont de l'humour, ou ils sont un peu en décalage, ou ils ont quelque chose qui font que quand ils sont à l'écran, ça t'amuse. C'est pas juste, il est méchant. Et Adam, juste, il est chiant, quoi, en fait. Ouais. Il y a un seul truc qui était drôle, mais j'ai oublié exactement
le ressort comique de la blague, mais c'était avec Alexander et Adam. Et soit ça, non, avec Spike peut-être. Et en fait, ils se font des blagues sur le fait que c'est un Frankenstein. Et que ils font des blagues sur le fait que, genre, bah, t'as pris en fripe ta main ou des choses comme ça. Enfin, et du coup, là, pour le coup, c'était drôle. Mais sinon, à part ça, il est juste hyper sérieux et c'est dommage. Contrairement à la saison d'après où d'un coup, Ah on oui, a un Gloria. personnage qui est Gloria Ah, qui c'est une de est mes préférées. ouf. Elle est trop Ah drôle et ouais. elle fait vraiment la fille et elle prend du coup la relève un peu de Harmony aussi Mm. dans l'hyper féminin qui est bah moi j'adore ça, ce truc de d'hyper féminité et c'est peut-être ça d'ailleurs en fait qui je pense fascine toute la communauté queer qui est fascinée par Buffy. J'ai découvert ça récemment. J'ai découvert qu'en fait c'était normal en tant qu'homo d'aimer Buffy Ouais. et je Mais trouve ça trop drôle. je pense que, alors en effet, il y a plein de choses comme ça, bah, un peu camp quoi, dans Buffy qui peuvent peut-être parler à la communauté queer. Mais je pense qu'aussi que, en fait, pour les millénials queer Mm. qui ont regardé Buffy à l'époque, et ben Buffy, ça a été hyper important parce que, enfin, moi personnellement, le Tara et Willow, c'est le premier couple lesbien que j'ai vu à la télé et franchement, j'ai même envie de dire que j'ai vu dans ma vie, je pense, puisqu'il n'y avait pas de personnes queer dans mon entourage. Mm. Donc, tu vois, ça, l'homosexualité, ça existait en théorie, quoi. Mm. Au 98, dans mon milieu social, ça existait en théorie dans quelques films, quoi. Donc, genre Philadelphia, le film de Tom Hanks sur le sida, quoi, tu vois. Donc, c'était un peu, voilà, niveau représentation, c'était quand même moyen. Et ouais, moi, je pense vraiment que je peux pas le dire à 100% parce que j'ai pas forcément souvenir de tout, mais quand même, moi, je pense que Willow et Tara, c'est le premier couple lesbien que j'ai vu à la télé. Et d'ailleurs, le premier baiser de Willow et Tara est le premier baiser dans des séries américaines, premier baiser lesbien, enfin discutable parce qu'il y a eu d'autres trucs Mm. éventuellement avant, mais c'était pas des représentations forcément aussi bien faites où là c'est vraiment un couple, c'est pas juste deux filles qui s'embrassent une fois vite fait ou une relation qui est un peu sous-entendue et on les voit jamais se tenir la main ou s'embrasser quoi que ce soit. Là on les voit vraiment s'embrasser et il y a même une scène de rapport sexuel, donc et toute leur scène, il y a vraiment de la métaphore entre la magie et le sexe avec Willow et Tara, donc on nous montre pas vraiment le truc, mais on le devine bien. Et ça, je crois bien que c'est aussi la première scène de relations sexuelles entre deux femmes à la télé américaine, quoi. Donc tu vois, Par contre ça arrive pour les gens qui ont hyper vu tard. ça à l'époque, Ouais, c'était quelque chose. waouh. Et je Ouais, rajouterais mais aussi. pourtant ça arrive Vas-y. excuse-moi. Vas-y. Ça arrive hyper tard par contre parce que Mhm. à la fois c'est un énorme progrès et à la fois quand je re-regarde les épisodes dans les premières fois on ne montre pas de bisous quand elles se disent qu'elles s'aiment. Ouais. On ne montre pas, on coupe quand elles sont quand elles font l'amour, des choses comme ça. Quand elles sont dans le lit, elles sont habillées. Donc il y a vraiment un truc de, j'ai l'impression que ça s'est aussi décortiqué après, enfin que ça s'est un peu amélioré après. Et même il y a un épisode qui est avec un passage un peu cringe où c'est l'anniversaire de Tara et Buffy Ah oui. et Alexander sont en train de discuter là-dessus et ils se disent on comprend pas, et en fait c'est à la fois on comprend pas la sorcellerie, à la fois on comprend pas le lesbianisme, et en même temps et ils le parlent de façon très gênante, et en fait j'arrive pas à savoir si c'était bah c'est juste c'est fait exprès que ça soit gênant pour montrer que juste ils arrivent pas à comprendre, Mm. ou est-ce que en fait juste c'est bizarre quand même de le montrer comme ça. Enfin il y avait un truc de j'ai passé un mauvais moment pendant 2 minutes Non, en train de les regarder, en train de pas vraiment comprendre ça quoi, et de le dire de façon bizarre. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a déjà dit dans d'autres épisodes, donc pas par rapport à des choses queer, dans d'autres trucs qui étaient un peu maladroits, où tu te dis, est-ce que
En fait, est-ce que eux vraiment c'est juste c'est nul ce qu'ils ont fait, c'était déjà bancal à l'époque, ou est-ce que en fait pour l'époque ils ont fait un effort, mais du coup 20 ans plus tard t'es là pas top, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Et je rajouterais Ouais. aussi, parce que en préparant l'épisode, on savait qu'on allait parler de ce thème-là. Donc j'ai été voir un petit peu justement l'historique des personnages queer à la télé, parce que moi aussi, comme toi, Chloé, mon premier souvenir, mon premier souvenir, c'est dans Friends, avec le couple de Carol et Susan, mais c'est genre, elles sont en couple, vrai. mais tu les vois pas avoir des gestes d'affection, même quand elles se marient, tu les vois pas s'embrasser, donc il y a quand même un Et gros puis, décalage, quoi. elles sont aussi vachement là pour faire Oui. la blague, Ouais. trop lol, Ross, Ouais. sa femme, en fait, c'est une lesbienne, quoi. Ouais, donc C'est vraiment tourné à la blague, et quand ils vont à leur mariage, il y a des meufs un peu butch, ils sont là, oh mon Dieu, enfin voilà, des trucs typiquement de l'époque et qui font bien soupirer fort, quoi. Mais du coup, j'ai regardé un petit peu. Alors, les premiers baisers lesbiens, c'est-à-dire entre deux femmes, ça date des années 70. Mais comme tu disais, Chloé, en fait, le fait de montrer un couple dans une relation amoureuse et une relation qui est suivie, qui est sérieuse et qui est ordinaire, on va dire, là, effectivement, ça date de Buffy. Et c'est vrai qu'il y a ce shift certainement et ce remous dans la société et dans les spectateurs de se dire ok, je me reconnais et potentiellement je vais avoir une représentation qui me correspond. Et puis après, de ce que j'ai vu, alors moi n'étant pas queer, c'est des choses qui m'ont pas du tout touchée, et j'ai vu ça après, et c'est vrai que quand tu vois avec du recul, tu dis oui, évidemment, je comprends que ça ait touché. C'est la scène où Buffy annonce à Joyce qu'elle est tueuse et qu'elles ont une discussion où en gros Buffy dit je suis la tueuse, c'est comme ça et ça changera pas, et je l'ai pas choisi, je suis comme ça. Il y a tout un truc où Joyce le rejette et dit non, moi je veux pas, je veux que tu sois ma petite fille, et il y a toute une discussion. As-tu essayé de ne pas être c'est ça, la tueuse? exactement. Elle dit ça, est-ce que t'as essayé d'arrêter, est-ce que tu peux? Et donc apparemment c'est une des scènes, alors moi n'étant pas queer, encore une fois, je répète ce que j'ai lu, vous me direz si ça vous parle. Mais c'est une scène aussi qui a beaucoup résonné dans la communauté queer, de dire, en fait, tu peux faire le parallèle avec un coming out, un enfant qui ferait un coming out à son parent, les thèmes et la manière dont c'est abordé, ça pourrait être très, très proche, quoi. Je pense que c'est complètement assumé comme métaphore, d'ailleurs. Enfin, c'était assumé comme métaphore, je pense. Je pense à l'époque, ils en ont sûrement pas fait leur marketing, mais ils l'ont écrit complètement. Quand elle lui dit, t'as essayé de ne pas être. Ouais, c'est clair. Et surtout que elle y reste longtemps accrochée à ce truc de tu ne devrais pas être la tueuse. Ouais. Ou fais autre chose. Et je le rejette. C'est vraiment après que c'est après qu'elle l'accepte vraiment. Et bizarrement, d'un coup, ce que je trouve oufissime, c'est par exemple après, elle fait beaucoup plus confiance à Buffy. Dans la saison 5, quand Buffy, elle lui dit c'est Dawn, c'est pas ta fille. Elle l'accepte, mais de façon immédiate, en fait. Donc, il y a vraiment un shift qui se crée dans le personnage de la mère, quoi. Et j'ai hâte de revoir tout ça, parce que en préparant, j'ai juste vu cette scène du coming out, entre guillemets, mais j'ai pas vu l'après. Du coup, je me souviens plus comment est-ce qu'elle s'adoucit, comment leur relation se recrée et comment est-ce qu'elle recrée de la confiance l'une avec l'autre. En fait, après, je sais pas si je te spoil, Nat. Oui, vas-y. Parce que ça, c'est juste avant la grosse bataille avec Angelus. Ouais. Donc, elle tue Angelus et Buffy, elle se barre. Ouais. Elle s'en va, et elle s'en va pendant 2 ou 3 mois. Donc, quand elle revient, c'est un peu tendu avec sa mère, mais pas que. Parce que, il y a beaucoup plus de choses, du coup, qui sont là, quoi. Okay. Et mais tu vois, en vous écoutant et en discutant, je me dis aussi que, en fait, Buffy a vraiment un thème de acceptation et affirmation de soi. Donc aussi bien Buffy qui doit accepter son destin, de Willow avec la magie, puis après avec sa relation avec Tara, et puis même Xander, d'accepter de pas être le mec à gros bras, mais d'être le cœur du groupe. Ils ont tous comme ça ce chemin, qui se retrouve souvent dans la fiction, mais je trouve qu'il est particulièrement fort dans Buffy, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a
les communautés qui se retrouvent dans Buffy, ça va être les communautés queer, mais aussi toutes les personnes avec des goûts alternatifs, enfin qui se reconnaissent pas en général, qui ont du mal à s'intégrer dans les petites cases toutes faites qu'on leur a données. Tu vois, je pense ça fait écho du coup. Du coup, Buffy, on s'identifie vachement au personnage, quoi. Il y a des chances aussi que l'élément du fantastique joue. Parce que je me dis, tu vois, les séries pour ados de cette époque, bon, bah, t'avais du Dawson, du Gilmore Girls ou autre, mais c'était beaucoup plus frontal, les thèmes qui étaient abordés, il y avait beaucoup moins de métaphores, et de mémoire, il y avait des thèmes de société, mais peut-être de manière un peu différente, c'était abordé de manière un peu différente, et peut-être un peu moins, j'ai envie de dire profonde, mais bon, en vrai, je me souviens pas vraiment de Dawson et Gilmore Girls, donc je voudrais pas non plus avoir le mauvais... Gilmore Girls, c'est un peu plus tard, quand même. Oui, mais c'est les années 2000, quoi. Enfin, c'est début 2000, Ouais. mais c'est sur la fin de Buffy, quoi. Oui, mais dans le sens où tu vois... Moi, j'étais grande quand c'est sorti avec Gilmore Girls, tu vois, il y avait pas ça quand j'étais ado. Oui, mais quand tu vois, en gros, ça reste un public, enfin, le public cible, ça reste le public ado, tu vois, c'était sur la même chaîne et c'est un peu la même genre de démographie qui était ciblée. Mais j'ai l'impression que dans Buffy, les thèmes abordés sont quand même soit plus profonds, soit avec l'élément fantastique, en fait, il y a moyen qu'ils aillent beaucoup plus loin et qu'ils prennent beaucoup plus de liberté que une série qui se passe dans la réalité et où il n'y a pas de monstres et il n'y a pas de magie. C'est peut-être aussi pour ça. Et aussi comment c'est traité, je pense, parce que on avait parlé un petit peu quand on avait discuté pour la première fois ensemble en off, on avait parlé de Sabrina, Chilling Adventure of Sabrina. Mm-hmm. Et il y a tout un truc sur la transidentité, sur l'homosexualité, le lesbianisme, etc. Et je trouve que c'est fait d'une façon qui est très grosse. Ah ouais? Grand sabot. Mm-hmm. Enfin, à la fois, c'est bien que ça soit abordé, tout ça. Mais il y a vraiment ce truc de, un peu drama, entre guillemets, de, je me sens très différent des autres. Et en fait, genre, j'ai l'impression que limite, c'est un peu, pas surjoué, mais surreprésenté pour dire, regardez, on est en train de vous parler de ça. Alors que, par exemple, Buffy avec Willow, bon, bah, t'as la scène du coming out avec Willow et Buffy qui rentre dans la chambre et qui discute et que Buffy, elle essaye de comprendre et que Willow commence à dire, tu comprends pas. Et en fait, elle dit, bah, si, je comprends, en fait. Enfin, en tout cas, je comprends pas, mais je serai là pour toi. Ouais. Et après, d'un coup, bah, ok, parfois on revient un peu sur le tapis de, bah, on va re-questionner un peu tout ça. Et après, bah, juste Willow est avec Tara et c'est comme ça. Et c'est pas remis en question. Il y a pas un truc de tout un épisode qui va être sur un coming out ou et que ça va être que sur ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est vrai, ouais. Qu'il y a moins ça. Et peut-être c'est ça aussi ce qui peut un peu frustrer des personnes. J'en discute notamment, c'est un sujet qu'on a beaucoup avec mes parents quand on regarde des séries, parce qu'on regarde du coup pas mal de séries ensemble. Et en fait, ils me disent, on a du mal avec la surreprésentation queer dans les séries, parce qu'ils ont l'impression que c'est forcé, et parce qu'ils ont l'impression que c'est des quotas et que on doit cocher ces cases-là pour être une série et acceptée dans la société. Et c'est vrai que ça devient quelque chose qui est super dur à mettre en avant. Comment, en fait, tu fais une fiction dans laquelle tu viens, en fait, progresser sur ça sans être bizarre, ou alors faire l'inverse de ce que tu veux dire, tu vois. Ouais, bah, sans donner l'impression que tu es là juste pour cocher les cases, mais que t'as une vraie démarche sincère derrière, quoi. Bah, c'est ça, c'est comme Disney avec que ce soit Alerte Rouge, où c'était le truc de parler des menstruations, des règles, etc. Ah, j'ai pas vu celui-là, quoi? C'est une jeune fille, quand elle a ses règles, elle découvre qu'elle se transforme en pandarou. Ah, c'est ça l'histoire de celui-là? Ok, je connaissais pas. Oui. En fait, c'est toute la métaphore du pandarou et donc, en fait, moi, je trouve que c'était bien amené. Par contre, j'ai pas regardé La Petite Sirène, mais de ce que j'avais entendu, je me demandais, bah, à la fois, c'est trop bien pour les petites filles parce que je me dis, bah, pourquoi ça serait une fille blanche? Enfin, il y a aucune raison. Et à la fois, t'as l'impression que Disney, ils sont là en disant,
regardez ce qu'on est en train de faire, on est en train de vous donner ce que vous voulez. Et en fait, que vous voulez. bah, Exactement. ouais, je sais Non, mais pas, je suis tout à fait d'accord c'est avec toi. bizarre. Ouais, Tu on en vois. a déjà parlé avec Chloé et c'est vrai que je pense que là où c'est le plus problématique, c'est quand tu vas avoir une dissonance entre l'œuvre qui est proposée et quand tu vois ensuite les directions prises par l'entreprise ou quand tu vois le comité Oui. le conseil Mhm. d'administration, par exemple, de l'entreprise. Enfin, quand tu regardes le conseil d'administration de Disney, en fait, il n'y a pas énormément de diversité. Donc, effectivement, tu as parfois ce ressenti de se dire, bon, en fait, là, les gars, vous faites ça pour nous faire plaisir, parce que vous avez découvert qu'être inclusif, ça vend, et donc vous mettez des C'est petits ça. quotas par-ci par-là. Moi, je suis une des personnes qui trouve que tu vois, tout le comment dire, leur tendance à mettre des personnages. Alors pour moi, ce qui va plus me toucher, c'est les différences ethniques. Donc mettre des femmes noires à la place de Blanche-Neige, à la place de la petite sirène, c'est très bien pour les représentations pour les petites filles. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a un côté aussi où tu as l'impression qu'ils se disent bon, c'est bon, on a fait ça, on n'a pas besoin de faire autre chose. Allez, c'est réglé et on va pas faire plus d'efforts pour. Donc c'est un peu la solution de facilité, quoi. Et puis j'ai l'impression que ça frustre des gens, en fait. J'ai l'impression que ça, au lieu de venir rassembler. calmer le débat, ça vient un peu. Et en fait, j'ai vu des analyses, par exemple, sur la misogynie des jeunes sur Instagram. Je sais pas ce que ça vaut parce que, mais vraiment, mes sources sont Instagram. Mais il y a apparemment un sorte de retour en arrière dans les jeunes sur la misogynie et sur. Il y a vraiment un truc de. On est dans une génération. Déjà, tout le monde est pro muscu, etc. Enfin, il y a vraiment un truc de. Genre, ça part vraiment dans tous les sens et on revient vraiment en arrière sur des droits et même la tendance des trade wives sur Instagram où en fait, ça devenait tendance d'être une femme au foyer. Donc, il y a vraiment un truc très étrange de. En fait, on se rend compte que plus on parle du féminisme et plus les femmes ont mis en avant ça, plus en fait ça fait reculer les droits et ça fait trop flipper. Il y avait vraiment une étude comme ça là-dessus. Je sais pas ce que ça vaut. Je pense que c'est quelque chose à vraiment creuser sur Internet, etc., voir des sources vraiment fiables et tout. Mais ça m'avait l'air d'être quelque chose qui a une part de vérité et qui fait vraiment flipper, quoi. Ouais, on en avait parlé dans l'épisode sur les séries inclusives. Effectivement, c'est une tendance globale qu'on observe. Après, je serais pas pour faire le lien direct. Je pense, là, ce n'est que mon avis. Hein. Je n'ai aucune preuve, aucune source. Mais je pense que oui, tu vas avoir des gens qui vont être réactionnaires et qui vont se dire tu me montres trop de féminisme, donc je vais aller à l'opposé et je vais pas être féministe. Mais je reste persuadée que c'est important d'avoir ce genre de représentation et de continuer dans cette direction-là. Tant qu'on sent que c'est des vrais personnages et c'est pas juste des cases à cocher. Mais je pense que c'est important de montrer aussi toute la diversité de ce qui existe dans la société, sans forcément en faire des caisses, sans forcément. Tu peux avoir une storyline tout autour de je sais pas, de la transidentité ou de la queeriness au sens très large du terme, ou tu peux avoir des personnages qui sont juste queer et puis basta et que c'est pas une histoire et ils sont queer et puis c'est tout, quoi. Ou même, enfin, je parle de queer, mais on peut parler de plein de termes différents. Mais c'est compliqué parce que tu vas avoir de la réaction des personnes qui vont aller forcément contre. Mais je reste quand même persuadée que c'est important d'être vers vers le progressisme, quoi. Après. Moi, je trouve que c'est ultra important d'avoir de la diversité, toutes sortes de diversité dans les fictions qu'on regarde, même si parfois cette diversité n'est pas amenée avec la meilleure des intentions et que c'est un peu du queer-washing ou du washing de tout ce qu'on veut. Même si voilà, il y a pas les meilleures intentions derrière et faut pas perdre de vue qu'en effet les gens derrière ça qui tirent les ficelles, eux, peut-être que l'argent qu'ils vont tirer de ce truc-là, ils vont pas le mettre dans des bons trucs et il faut rester vigilant sur tout ça, mais quand même accueillir toutes ces fictions qui nous amènent de la diversité en critiquant quand même quand vraiment ils ont pas fait d'efforts et que vraiment ils ont juste coché la case parce qu'en fait toute cette diversité, elle va servir à ce que il y ait des gens et surtout il y a des gamins à plein d'endroits dans le monde qui se reconnaissent et qui se disent mais en fait j'ai le droit d'exister comme je suis, j'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre, et aussi parce que tout ça va
ouvrir un petit peu l'esprit à d'autres personnes ou juste les sensibiliser au fait que tout le monde n'est peut-être pas comme eux et que le jour du coup où un de leurs proches fait un coming out, ben ce sera un petit peu moins nouveau et différent et ils l'accepteront un petit peu mieux. Et puis bah bien sûr tout ça s'inscrit dans un contexte politique mondial ultra tendu et bien sûr que quand il y a de la diversité ça vient alimenter les discours des fachos mais n'importe quoi vient alimenter le discours des fachos et si aujourd'hui c'est hyper tendu c'est pour plein de raisons on est dans une crise politique, une crise de pauvreté, des crises de guerre, une crise écologique, et puis bah on a aussi eu des nouvelles vagues de féminisme et d'acceptation et tout, et il y a toujours le backlash quoi, le revers du truc. Quand il y a des avancées, bah derrière il y a des gens qui veulent pas qu'il y ait des avancées et c'est compliqué quoi. Mais bon c'est sûr que il y a beaucoup de choses à dire sur tout ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est aussi une question de marketing. Je suis très intéressée par tout ce qui est marketing et tout ce qui est aussi le marketing des célébrités. Et par exemple, je sais pas si vous avez vu Meghan Trainor. Elle a elle se commence à se faire cancel par rapport au fait que elle a perdu beaucoup de poids et que et du coup il y a tout un truc par rapport à ça. Pareil pour Lizzo. Mais Lizzo, il y a eu d'autres problèmes. Oui, Lizzo, il y a eu des problèmes d'agression sexuelle aussi. Oui, voilà. Donc bon. Mais pour revenir sur Meghan Trainor, en fait, le problème n'est pas une question de poids, c'est une question de marketing. C'est en fait son marketing a toujours été lié à son corps. Donc une fois qu'elle change son corps, bah il n'y a plus de marketing, il n'y a plus rien. Et donc en fait, c'est là où c'est super intéressant, c'est que par exemple Lady Gaga, dans son marketing, il y a un petit peu de dose LGBT, etc. Mais ce n'est pas la source. C'est pas, elle se marketing pas par rapport à ça. Et donc, en fait, elle vient en parler d'une façon qui n'est pas juste liée à ça. Contrairement à d'autres personnes qui pourraient, par exemple, il y a certains humoristes qui vont, par exemple, se marketer sur je suis lesbienne, je suis queer ou je suis machin. Et en fait, tout leur marketing tourne autour de ça. Mais une fois que tu as épuisé ce truc-là, comment tu fais pour faire évoluer ton marketing? Et donc, je trouve ça intéressant de se dire, bah, en fait, parfois, quand il y a aussi des backlash ou des choses comme ça, en fait, la question n'est plus sur l'action elle-même, mais plus sur, en fait, la fiction qui se crée autour. Et je trouve ça assez intéressant. Et c'est peut-être aussi le problème dans les séries de, en fait, bah, La Petite Sirène, le marketing de La Petite Sirène du nouveau, bah, c'était un marketing qui était sur on est dans l'inclusivité, etc. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, faudrait que parfois, quand tu l'acceptes, et on revient à Buffy ou ce que je disais sur Willow et Tara, en fait, c'est accepté et on n'en fait pas tout un plat. En fait, c'est là la vraie inclusivité ou le vrai truc, c'est qu'en fait, ce n'est plus un outil marketing, c'est devenu un personnage de la famille du Scooby Gang, en fait. Donc, je pense que ça me fait vachement m'interroger sur la sincérité de la démarche des créateurs de Buffy dans le fait de mettre des personnages queer à l'époque, quoi. Tu vois, on peut pas savoir, mais parce que bon, ok, du coup, quand même, parmi les premiers à avoir fait ça, donc on peut se dire plutôt une démarche sincère, mais en même temps, ça s'inscrit aussi dans une période où commençait à y avoir un petit peu plus de diversité et d'ouverture, donc à quel point c'était aussi ok, ce serait bien qu'on soit un peu moderne et qu'on mette de la diversité, ou à quel point c'était ouais, moi je trouve que ce serait bien que qu'on mette un couple lesbien, quoi. Et puis quand on voit Joss Whedon aussi, ça Oula, fait oui. un peu se poser beaucoup de questions. C'est ça, quand tu vois des fois que Buffy était en avance en fait sur plein de trucs et amenait des sujets ultra importants qu'on voyait pas ailleurs, et surtout dans des séries pour ados. Et après, tu vois tout ce qu'on a appris depuis sur Joss Whedon, t'es là, mais les trucs à deux vitesses, quoi. Stop, arrêtez de faire ça. Mais ouais, ça fait trop. Soyez tout l'un ou tout l'autre, s'il vous plaît. On peut pas de complexité. Voilà. Soyez des gentils, s'il vous plaît. Soyez gentils ou méchants, bordel.
Ouais. Ouais, c'est insupportable. Bah là, tout oui, ce qui c'est est bon. gris. Ah, mais oui, là, Mais les oui, c'est gentils ça sont aussi. gentils, les méchants sont méchants, la vie est beaucoup plus simple. Bah, c'est ça aussi ce qui est intéressant dans Buffy, c'est toute cette Mm. complexité-là sur certains personnages où en fait, bah, il y a des traits qui sont hyper toxiques et des traits qui ne le sont pas du tout. Alexander qui peut être hyper toxique à Mm. certains moments et d'un coup hyper aimant. Enfin, il y a un Ouais. truc qui est très intéressant dans cette complexité-là. Où parfois on peut se dire, ah bah ça sort du personnage. Et en fait, bah pas tant que ça. Par exemple, là, mon père, sur un des épisodes, il dit, ouais, Willow, dans cet épisode-là, je trouve que c'était pas elle. Parce qu'en fait, c'était l'épisode avec Anya. En fait, c'est Giles qui sort de la boutique. Au moment où ils ont la boutique magique, il part pendant 3 jours en Angleterre. Mm. Et en fait, Willow commence à prendre des trucs de magie, à les voler de chez Giles pour faire un truc pour aider Buffy, mais en fait, c'est surtout pour faire de la magie. C'est une excuse pour faire de la magie. Et en fait, donc, elle se dispute avec Anya par rapport à ça. Et en fait, elles font invoquer un troll. Le troll, c'est un ex de d'Anya. Et bref, c'est un peu rigolo. Et tout ça, en fait, on voit que Willow, elle commence à agir vraiment comme une droguée par rapport à la sorcellerie. Et donc, en fait, mon père dit, ah ouais, là, elle est pas sage et ça sort du personnage. C'est Et parfait. en fait, avec Pour montrer l'addiction. et en fait, on se dit c'est parfait ah oui. parce que ça montre tellement Willow. Et en fait, c'est depuis la saison 2 ou 3 en fait que on prépare ce truc de Willow, puisque on a petit à déjà petit, eu quoi. Elle tombe dans l'addiction, ça C'est se ça. fait tout doucement. Et il y a un moment où tu Ah non, te dis, c'est bon. ah ouais, et tu te dis mais comment ça se fait? ouais. Alors qu'en fait, bah si, c'est prévu depuis si longtemps. C'est-à-dire que t'as l'épisode où elle utilise la magie, elle hésite à utiliser un filtre d'amour avec non, pas avec Tara. Avec Tara? Du coup, j'ai Non, un c'est trou de pas Tara. mémoire. Avec Oz. Avec Oz, elle a oui. failli utiliser un. Elle Ok, l'utilise je me pas. souviens plus de ça. Ensuite, il y a un autre moment, elle utilise vraiment la magie. Et quand Oz part, elle utilise la magie. Et là, en fait, ça se retourne contre elle. C'est un moment où, en fait, et c'est le moment où elle dit ah ouais, Buffy, elle en a pour Spike qui se marient ensemble et qu'en fait, après, du coup, ils tombent amoureux et c'est hyper drôle et qu'on les voit juste en train de s'embrasser tout le temps. Et de planifier leur mariage. Et Buffy qui dit, je rêve d'un mariage sur la plage au coucher du soleil. Et Spike qui lui dit, bah oui, si tu veux que ton mari soit en cendres, c'est une très bonne idée. Ouais, c'est hilarant. C'est un beau rappel avec le truc avec Angel en plus, c'est rigolo. J'avais oublié tout ça. Et Giles finit aveugle parce qu'elle lui dit tu ne ça. vois rien. En fait, tout ce qu'elle dit, et elle dit à Xander, t'es un aimant à démons, je crois. Et il est poursuivi par des démons. Voilà, ce qu'elle dit devient vrai. C'est ça. Et donc, tu vois vraiment que petit à petit, d'une saison à l'autre, il glisse comme ça des petits trucs de, en fait, il y a peut-être un petit problème avec la magie. Et surtout qu'elle utilise la magie quand ça va pas, en fait. Elle a ce réflexe-là d'utiliser la magie quand ça va pas. Ouais. Et en fait, tu vois d'un coup, premier épisode de la saison 5, ou premier épisode de la saison 4, je sais plus. Enfin, non, si, saison 5, je crois. Elle allume le feu comme ça, juste par la pensée. Tu te dis, alors, on a quand même des steps là qui sont passés, quoi. On passe d'un petit lévitage de stylo à faire brûler des choses, quoi. Ah, j'ai hâte de voir tout ça. Je me souviens plus du tout de comment elle y arrive. Et justement, le fait de savoir qu'elle va terminer dans l'addiction, ça va être intéressant de voir les différentes étapes et les petits indices de comment ça le fait qu'elle s'installe, tombe dans quoi. l'addiction, quoi. Ouais, c'est ça. Comment ça arrive. Mais c'est vrai ce que tu dis, Timin, qu'elle elle a recours à la magie quand elle va pas bien pour essayer d'effacer ce qui va pas, quoi. Et sauf que ça marche pas comme ça la vie, quoi. Mais même quand on lui propose de devenir un démon vengeur, un moment on lui propose ça, et tu te dis ah oui, du coup, enfin
c'est vrai qu'elle est presque dans ça, quoi. Ouais, tu te dis, ouais, ça nous montre bien que là, elle est en train de tomber. Il y a quand même une frontière qui est pas très épaisse, quoi, que tu peux vite traverser. Et je vais faire le lien qui peut être un peu capillotracté, mais je trouve ça assez intéressant par rapport au réel. J'ai une pote de collège avec qui j'ai été pendant 4 ans avec elle. Et en fait, elle était très studieuse et elle était vraiment très coucounée par ses parents, etc. Et donc en fait, il y avait un truc de, elle a été très protégée. Et je me dis en fait, c'est aussi ce type de personne. Willow, c'est un peu ce type de personnes qui sont très sages pendant leur collège, leur lycée, et qui après découvrent le vrai monde. Et donc comment en fait tu deals avec ça? Et donc, en fait, il y a un peu ce truc-là de, je me dis, c'est ce type de personne qui peut, en fait, quand la sphère familiale ou la sphère scolaire perce, comment, en fait, comment tout ça va évoluer, quoi. Comment tu vas gérer? Et c'est exactement ça avec Willow, c'est comment elle se découvre et elle découvre, en fait, ses propres limites et elle cherche, en fait, ses propres limites. Jusqu'à un moment où, en fait, les limites, elles y sont plus. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que il me semble avoir déjà vu cette typologie de personnage, de personnage sage, bien droit dans ses bottes, entre guillemets, qui, dès qu'il passe à l'âge adulte, comme tu dis, découvre tout un autre monde et change complètement. Et c'est intéressant de voir cette évolution-là et de voir comment est-ce que tu arrives à ces différentes étapes pour ensuite aller à ton, j'allais dire ta ligne finale, et non, même pas ta ligne finale, puisqu'on évolue tout le temps, mais comment t'arrives à ton toi d'adulte, ton premier toi d'adulte, parce que je pense qu'on a 3000 nous, en étant adultes. Moi, je le vois en vieillissant, en fait, là, moi, maintenant, j'ai bientôt 40 ans, je suis plus du tout la même que ce que j'étais à 20 ans, à 30 ans, à 35 ans. Donc, c'est sûr que c'est une constante évolution et c'est chouette de voir ça dans les personnages, quoi. C'est pour ça que Buffy, c'est initiatique et c'est pour ça aussi, je pense que ça parle à plusieurs générations. Vous voyez comment je reviens rapidement là sur le thème. Je vous recadre là. Parfaite transition, super. C'est bon, t'es un très bon host de podcast. Ça y est. Mais oui, mais donc il y a vraiment ce truc-là de initiatique et de faire évoluer les personnages. Ouais. Et comment tu fais ça de façon pertinente ou pas et comment, en fait, quand un personnage, t'arrives plus à le faire évoluer, tu le vires. Ouais. Exemple, Angel, bon, voilà, on le vire et du coup, il a sa propre aventure. Et donc là, il évolue différemment. J'ai l'impression qu'il y a un peu ça, tu vois. Tu crois que c'est parce qu'il évoluait plus? Je pense pas. Mais je pense qu'il y a aussi ce truc de, au bout d'un moment, en fait, Buffy, il faut la faire évoluer. Donc, comment tu fais pour la faire évoluer? Oui. Et la faire partir Angel, c'est aussi pouvoir introduire des nouveaux personnages, etc. Je pense qu'il y a aussi ce truc-là scénaristiquement. Et du coup, tu fais partir, tu t'introduis Riley, puis après, qu'est-ce que Buffy maintenant, elle sait se protéger toute seule, elle sait protéger ses amis arrivent à se protéger, comment on fait? On introduit Dawn, on introduit un personnage qui est vraiment un ado. Ouais. Je pense que Dawn, elle est aussi arrivée parce que du coup, la série avait déjà quelques saisons. L'audience commençait à vieillir et c'était pour attirer de nouveau les ados du collège, quoi. Ouais. Avoir un personnage qui est de leur âge dedans. Je pense qu'il y a eu aussi un petit peu de ça. J'ai peut-être tort, hein, mais... Ou aussi montrer le côté protecteur quand t'es un grand frère, une grande sœur. Parce que c'est sûr que ça amène une nouvelle position pour Buffy, quoi. Et c'est génial. Et puis, ils ont réussi à introduire un nouveau personnage en te faisant croire que le personnage était là depuis le début. Moi, je me souviens, ce premier épisode, quand elles se retournent et qu'elles sont dans la chambre de Buffy, puis qu'elles se retournent et toutes les deux écrivent maman vers Joyce, c'était comme, mais comment ça, j'ai loupé un truc? Mais quoi? Mais elle a une petite sœur, elle a un machin. Donc, ils ont vraiment bien réussi à relancer l'intérêt. Et je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il y a ce truc de, il faut constamment se renouveler, surtout quand c'est une série, surtout à cette époque, hein, quand il y avait 20 épisodes, et que t'étais à 6 saisons, forcément, faut se renouveler. Mais je pense que pour Angel, à mon avis, c'est pas tant le fait que le personnage n'évoluait pas, mais c'est surtout le fait que c'est le premier amour. Et donc, le premier amour, forcément, il est pas voué à rester, il est voué à évoluer. Mais je pense qu'il aurait pu évoluer dans la sphère de Buffy. Je sais pas, en vrai. J'ai du mal à l'imaginer. Mais moi, ça m'énerve, c'est surtout le fait qu'il ait sa série plutôt que le fait qu'il ait pas évolué, quoi. Oui, dis-moi.
ça m'énerve ce truc d'amour impossible. Ça Oui, m'insupporte ça, en même bah temps parce oui. que moi, c'est mon cerveau qui aimerait que tout Eh soit oui, parfait eh et oui, que oui, mais sans amour c'est impossible, t'as pas de tellement drama. énervant. Mais T'as oui, t'as toujours un amour impossible dans du drama. S'ils sont trop mais par heureux, c'est contre, pas intéressant. ouais. Mais pour revenir sur Dawn, c'est génial parce qu'ils ont réussi à t'introduire un nouveau personnage Ouais. et tu l'acceptes. Tu l'acceptes et tu te dis, je veux qu'elle reste. Enfin, moi, Julia, genre, je l'apprécie trop. Même si elle est chiante au début. Enfin, genre, c'est un gamin, quoi. Et elle est trop bien. C'est la Enfin, petite sœur, quoi. c'est ça, c'est génial. Je trouve ça Bisous génial. à mes petites sœurs. Ouais, c'est ça. J'ai jamais eu de frères et sœurs, donc il y a aussi ce truc de quand je vois Buffy, j'ai toujours, je me dis, j'ai trop envie d'avoir cette famille-là qui se crée en fait autour de Ouais, toi. ouais. Du coup, t'as ce truc, bah, dès que t'as la petite sœur qui arrive, tu te dis, ah ouais, c'est trop bien parce que t'as ce truc de, ça crée Une nouvelle une dynamique. nouvelle vision des choses, un Ouais. nouveau truc, et ça lui fait prendre des responsabilités à Buffy aussi. Mm. C'est super Mhm. intéressant. Ouais, c'est clair, ouais. Mais même sur le deuil et sur tout ça, Ah oui. comment en fait, comment dans Buffy, les choses se disent pas, comment tu vas dire les trucs, dans quel contexte. Je trouve ça aussi assez intéressant de certains trucs qui sont cachés, qui après sont révélés et du coup, bah, c'est embêtant. L'addiction de Riley, parce que Riley tombe dans une Mhm. addiction à un moment. Comment tu fais éclater ça et du coup, Spike, il fait éclater ça de façon hyper conne et hyper nulle. Je me souviens plus du tout. Ouais, en gros, Riley, il commence à voir des vampires. Oui, ça je me souviens, ouais, pour se faire mordre. Voilà. Et donc, Spike voit ça et donc va prévenir Buffy parce qu'il est amoureux et qu'il Mm. veut être le gars qui Ouais. me sauve, etc. Et Ouais. en fait, tu te dis, mais cette situation-là, elle est tellement présente au collège ou au lycée en Ah fait, oui. tu vas annoncer Mhm. à quelqu'un parce que toi, en tant que tu veux exister et avoir un rôle dans cette histoire Mm. qui n'est pas la tienne, je trouve que c'est des choses qui sont hyper intéressantes en fait dans Dans la les vie, hein. relations humaines. Ouais, C'est carrément. vraiment ça, Mhm. quoi. Ouais, je pense que c'est ça qui fait que Buffy, ça intéresse aujourd'hui des jeunes et ça intéresse toujours ceux qui l'ont regardé à l'époque. Il y a plein de sujets qui sont universels et qui parlent à tout le monde, à n'importe quel âge et Ouais. à n'importe quelle époque en fait. Et bien sûr, autour de ça, il y a des vampires et des monstres et des effets spéciaux parfois un peu bof. Mais voilà, le fond de l'histoire, c'est pas que Buffy tue des vampires et arrête l'apocalypse. Ouais. C'est beaucoup plus et c'est ça qui fait que la série est super bien, quoi. Ouais. Moi, je crois que c'est la première série qui m'a fait découvrir des personnages avec une telle profondeur et avec une telle diversité d'émotions. Tu vois, t'as de la tristesse, t'as de l'excitation, t'as des personnages qui sont nickel entre guillemets, puis finalement non, quand tu grattes un petit peu, tu vois qu'ils ont certaines failles, ils ont certaines vulnérabilités. Moi, de tout le long, mon personnage préféré c'est Buffy, justement pour ça, parce que c'est typiquement la fille qui est censée être méga forte, méga puissante, mais en fait quand tu grattes, elle est tout aussi vulnérable que tout le monde et tu vois un peu comment est-ce qu'elle gère avec sa vulnérabilité, comment est-ce qu'elle gère avec son destin et je crois vraiment que c'est un des personnages avec lesquels je me suis le plus attachée en premier. Tu vois, vraiment où t'es au-delà juste de regarder ta série et puis basta, quoi. Ouais. Et je suis content aussi que ils rajoutent des trucs qui nous font moins détester des personnages. Oui. Je pense qu'on pense au même personnage tous les Attends, trois. tu penses à qui? Alexander. Je suis content. Ah, moi je suis pas qu'il y ait encore des là où passages on déteste pas. Ah mince. Pour l'instant, on Parce déteste pas. En que- tout cas, moi je le déteste encore, mais attendons par la suite. Bah là, il agit Ouais. avec Anya parfois Ouais. de façon trop cool et ça fait du bien. Ouais. Et Anya aussi a des côtés attachants qui sont Ah agréables oui. parce Ouais. que il y a des moments où elle est relou et c'est juste le personnage qui est hyper cash et qui dit tout et qui est maladroite et tout. Mm. Et puis t'as des moments où en fait Ouais, t'as touchante. une vulnérabilité qui est mais tellement touchante. Mm. Exemple, bah il y a un moment où elle est dans le lit avec Alexander. Et il parle de la rupture avec Riley Mhm. et elle dit je veux que elle s'invente toute une histoire où elle dit je veux qu'on ait une rupture où tu pars et après tu reviens et en fait t'as été enlevé par les forces de l'ordre et en fait tu reviens. Enfin, elle lui invente tout un truc qui est hyper touchant et hyper un happy ending avec lui Mm. et où après et c'est là où en fait
ça me permet de transitionner sur un truc que je voulais un peu vous parler. La fin de Buffy, c'est là où en fait t'as toute une construction de personnages, de trucs, et à la toute fin, t'as un truc qui est, une fin qui est un peu bâclée. Ah, tu trouves? Je trouve qu'elle est bâclée, je trouve, Ah ouais? et je trouve surtout qu'elle te tue des personnages de façon débile. Tu vois, Anya, on l'a fait mourir, puis revivre, puis en fait, t'as tout un truc de, on se bat pour qu'elle soit là, Ouais. et à la fin, elle meurt sous une poutre. Genre, c'est con. une putain de poutre. Mais c'est ça qui est tragique, du coup. Moi, j'aime bien Mais quand c'est t'as une nul. mort normale, entre guillemets, dans un monde Ouais. surnaturel. Moi aussi. Oui. C'est pour ça aussi que la mort de Joyce, c'est si tragique. C'est que t'as tout un truc surnaturel. Et en fait, Ah. on oublie que il y a des flingues, il y a la maladie, il y a des poutres qui tombent. Mais autant pour Joyce, je l'entends, autant Ouais. pour Anya. Ouais, je comprends. C'est frustrant peut-être aussi quand t'as la grosse bataille et tout, t'as pas envie que quelqu'un que t'aimes bien meure Ouais. juste sous une poutre, quoi. Quitte à mourir, autant que ce Ouais, soit un c'est ça. petit peu, De manière voilà, que épique. ça ait de l'effet. Et surtout que je trouve que la fin, c'est vraiment, d'un coup, en fait, on se rend compte qu'on peut faire plein de tueuses. D'un coup, Oui. j'ai l'impression que tout va très vite. C'est ça ce qui Mm. me dérange. C'est que Ouais, je tout peux va comprendre. très très vite. Mais par contre, moi, Après- j'adore ce moment où on donne le pouvoir à toutes les tueuses potentielles et tout. En fait, je pense que Ça, je c'est kiffe intéressant. tellement ça que, bon, j'excuse que, C'est en ça. effet, comme Ouais. tu dis, ça peut être un peu rapide et un peu beaucoup. Mais ça, c'est le problème de toute façon de toutes les séries fantastiques, c'est que faut toujours faire plus. Hum. Et il y a C'est un ça. moment où ils arrivent du coup à être là, du coup on doit faire énormissime et c'est pas facile et je trouve que Buffy s'en sort quand même bien Oui. comparé à d'autres séries quoi. Et parfois, tu te dis, sur certains problèmes, tu te dis, mais pourquoi ils ont pas juste fait un sort qui fait ça? Parce Ah, que ça. ils ont fait ce type de sort dans un autre Mhm. épisode. Ça, ce Mais genre en de même temps, c'est questions. tellement Ouais. compliqué. Ouais. J'entends que une pensée pour les scénaristes qui arrivent parfois à te ressortir des monstres que t'as complètement oubliés. Ouais. Et t'es là, ah oui, c'est vrai qu'il existait. Ou Willow qui commence à faire un reproche de 2 saisons avant. Ouais. Et tu te dis, ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce reproche-là qu'on pouvait faire. Et là, c'est intéressant. Et ouais, c'est pour ça, oui, que Buffy, il y a des trucs qui sont très pertinents. Notamment, Oz, quand Oz revient et qu'il y a Tara, il y a un moment, Oz revient et tu te dis, comment Willow va faire entre les deux personnages? Et c'est trop intéressant parce que tu te dis, c'est vrai que c'est une situation qui est un peu complexe et qui est trop intéressante et stimulante, en fait. Et Oz qui comprend en fait ce qui se passe entre Willow et Tara, que c'est pas juste une nouvelle copine de classe, c'est qu'il y a beaucoup plus. Et Tara, tu vois bien la pauvre qui se dit non bon en fait c'est moi qui suis en trop, je vais prendre de la distance. Willow qui est tiraillée entre les deux, il est vachement bien cet épisode. Il y a juste un reproche que j'ai à lui faire, c'est que Willow donc Oz a fait plein de trucs pour maîtriser le loup-garou et il se transforme plus en loup-garou à la pleine lune et il se promène et tout et donc il lui dit tu vois voilà c'est la pleine lune et j'ai pas à changer et Willow dit ah oui j'avais même pas du coup comme t'étais plus là j'ai arrêté de faire attention à quand était la pleine lune et à chaque fois que je regarde cet épisode je suis là Willow tu es une sorcière tu ne sais pas quand est la pleine lune s'il te plaît. T'es une sorcière? Mais enfin, Quand même. on se concentre, Willow. Et alors, juste pour revenir sur le final, je vais laisser terminer vos points, mais pour revenir sur le final, c'est intéressant parce que je pense on va avoir des points de vue très différents parce que moi, je m'en souviens absolument pas. Hein. Je me base sur les petits trucs, les petits souvenirs à droite, à gauche que j'ai et j'ai hâte de revoir. Vous, j'imagine que c'est beaucoup plus frais pour vous. Mais c'est vrai que j'ai pas eu ce ressenti de bâclé. Au contraire, je me dis, je me souviens d'avoir aimé le côté épique et le côté surprenant parce que je m'attendais clairement pas à cette fin-là et le côté où on ouvre la possibilité d'avoir plein de tueuses. Mais pour le coup, j'ai trouvé que c'était un moyen d'ouvrir un peu l'univers et de dire regardez, c'est pas vraiment fini. Vous allez encore avoir quelque chose. Alors je sais pas si ça avait déjà qu'il y aurait des comics après, mais il y a un peu ce côté d'ouverture de dire c'est pas vraiment fini. On va pas avoir tout le monde qui va mourir dans d'atroces souffrances parce que c'est un peu ce à quoi on s'attendait. Donc on verra bien ce que ça donne, mais j'en garde un bon souvenir personnellement. Ouais, on a vraiment la conclusion, un monde nouveau, quoi. Ouais. Maintenant, c'est fini pour nous, mais le monde est changé à jamais. Moi, j'aime bien quand on
laisse du coup imaginer d'autres trucs. Une fois que c'est fini, ça peut continuer un peu dans ma tête, quoi. Moi, j'ai adoré la fin. Peut-être que là, en regardant, parce que c'est vrai que du coup, l'expérience qu'on a de regarder et d'analyser chaque épisode est complètement différente de toutes les expériences que j'ai vues avant, où je regardais Buffy d'un œil en faisant du point de croix. donc, donc, je vois beaucoup plus de choses et du coup, j'ai vraiment hâte de voir toutes ces parties-là et de les explorer un peu plus, quoi. Mais moi, j'ai adoré la fin. Toi, t'aurais aimé que ça termine comment, du coup, Tim? Bah, je sais pas. Je trouve que j'aurais aimé que ça soit la même chose, mais juste avec un ou deux épisodes en plus, en fait. Mm. Mais il y en a déjà 24. Oui, mais ça ne manque. parle pas tous de forcément. Ouais, Des fois, il bien sûr. y a des trucs Pour un peu moi- indépendants, quoi. Ouais, c'est Pour vrai. moi, ça manque de un épisode. C'est juste Ok. ça, en fait. C'est juste que je trouve que tu fais trop rapide et que, wow, il s'est passé beaucoup de choses. J'aimerais bien qu'on débriefe un petit peu, tu vois. Même, tu vois, moi, j'ai bien aimé dans une saison où t'as un épisode après la fin. Et genre, c'est un épisode qui a aucun rapport, ou un épisode qui est vraiment genre calme, ou Ouais. en tout cas, tu vois, t'as le combat, et après, t'as la redescente, tu vois. Mm. C'est Et pas je celui de la trouve saison que- 4, ça? Pardon. Ouais, c'est avec Avec les le rêves. rêve. Ouais, la Hmm. vision et tout ça. Avec ouais, le je vois. fromage. Je vois. Bah, Ah, ça, je trouve ça cool. Moi, c'est un truc que j'ai détesté le plus. Ah Mais ouais? bon, après, bon, encore une fois, j'attends de revoir, hein, mais je me Bah- souviens qu'à l'époque, j'étais comme, mais pourquoi vous nous mettez ça? J'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de voir ça. Moi, j'ai envie d'avoir de la bataille et des trucs, Ah. Moi, Voilà. à l'époque, j'ai pas aimé. mais peut-être qu'en revoyant, ça. Ah ouais? Mais par contre, maintenant, j'aime bien cet épisode parce que, voilà, il y a des trucs complètement loufoques, mais ça prédit des trucs qui vont se passer aussi plus tard. Et voilà, donc à l'époque, j'ai pas non plus apprécié, mais aujourd'hui, j'aime bien cet épisode. Mais attends, d'ailleurs, on prédit un peu l'arrivée de Dawn, il me semble. Oui. Puisque Ah ouais déjà, Il y a, Faye, ça commence euh, à parler de sa sœur. C'est à un ça, et moment. elles font le lit ensemble, et elle dit un truc du genre, elle va arriver à genre 6h02 ou un truc comme ça, et en fait les chiffres qu'elle donne, c'est le numéro de l'épisode où Dawn arrive, un truc dans le genre. Je Wow. peux pas vous dire précisément parce qu'il Incroyable. faudrait que je recherche exactement ce que c'est et que je revoie l'épisode, mais je crois que c'est quelque chose dans le genre où Oh, pas vraiment ça prédit Dawn 2 saisons en avance, quoi. trop bien. Donc je te dis, tu vois, Nat, je pense que tu auras un nouveau regard. Je sais pas si tu Ouais. l'apprécieras, mais je pense que tu auras un nouveau regard sur cet épisode en étant sur un deuxième visionnage et en l'analysant un petit peu, quoi. J'espère. On verra bien. Puis, ouais, scénaristiquement, je trouve ça intéressant aussi de se poser des Ouais. questions quand tu. Enfin, j'écris pas beaucoup de narration, enfin, de romans, de choses comme ça. Ouais. Mais j'essaye de m'y intéresser un petit peu. Et notamment, hier, je suis allé à un stage d'écriture. Et dedans, on parlait, du coup, c'est pour ça que aussi j'ai pas mal axé quand je vous parlais de certaines choses, sur les effets de la fiction sur la réalité, parce que c'était un peu le thème qu'il y avait là, hier. Et donc, je trouve ça assez intéressant quand tu réfléchis au rythme d'une série. Donc déjà, comment, en fait, dans la construction d'une série, comment tu vas réfléchir à comment tu construis les personnages, comment les personnages vont s'imbriquer entre eux. Je trouve ça vraiment pertinent d'analyser Buffy de cet clairement. angle-là. Et aussi de l'angle comment ça vient agir sur le réel. Pardon. Comment ça vient agir sur le réel et comment, en fait, bah, on peut faire plein de liens par rapport à, déjà, quand on parlait de façon temporelle, comment à la période où ça a diffusé, ça a influencé des gens. Comment, de façon intemporelle, concrètement, la fiction elle-même agit sur nous par rapport à comment, déjà, on voit qu'Alexander, il est trop relou et on se dit, bon, voilà, des gens relous comme ça, c'est relou dans la vie. et que du coup, ça nous fait prendre conscience sur ça. Et aussi, comment, en fait, ces enjeux, qu'il y ait des monstres ou qu'il n'y ait pas de monstres, les enjeux sont les mêmes, en fait. Les enjeux de relations mère-fille, relations de sororité, tout ça, tous ces enjeux sont là. Et en fait, ça vient aussi nous dire,
peu importe qu'il y ait des monstres ou pas, peu importe qu'on soit en France ou aux États-Unis, qu'on soit Oui. en Afghanistan ou en Chine, bah il y a quand même des enjeux, ou même au Moyen Âge ou en Antiquité, il y a des enjeux humains qui sont là et qui sont toujours là. Et c'est aussi ce qu'on voit quand on analyse l'Antiquité. Enfin, je me souviens de mes cours de latin où en fait tu vois qu'il y avait des tags avec ton pays et que tu avais des tags politiques et que les tags politiques ils étaient là pour faire de la promo et de l'auto-promo et tu te dis attends C'est fou. mais c'est fou. Mm. Ouais, c'est vrai que c'est certainement l'une des choses qui fait que c'est aussi que ça a autant traversé les époques et les générations. C'est le côté universel et comme tu dis en fait, au-delà des monstres et de la magie, c'est vraiment les relations des personnages entre eux et les relations humaines qui sont particulièrement bien mises en scène, écrites et racontées. Et c'est vrai que ça c'est une des forces de la série. Hein. Il n'y a pas beaucoup de séries qui ont ce niveau de profondeur et ce niveau de précision dans l'écriture des personnages. Hein. Et je pense que ça a été écrit avec intention. Enfin, bien sûr qu'ils prévoient pas tout. Dès l'épisode 1, ils ont pas prévu tout le déroulé de toutes les saisons. Ils sauront même pas combien de saisons ils auront. Mais tu sens bien quand même, quand tu fais des rewatch, qu'il y a des trucs que, comme l'arrivée de Dawn avec le rêve ou comme l'addiction de Willow, que c'est des trucs qu'on nous a amenés 2 saisons avant que ça arrive. On a commencé à mettre les petites graines et ça, je pense que c'est le signe des bonnes séries. C'est celle où on a, parce qu'il y en a, tu vois bien qu'ils improvisent au fur et à mesure. Hein. Franchement, des fois, tu te dis, ouais, là, vous saviez plus où aller. Alors que vraiment, quand tu sens qu'on t'a amené quelque part, et c'est encore mieux, quoi, parce que quand ça arrive, ça sort pas de nulle part déjà. Même si t'es surpris, en fait, t'es là, oui, bien sûr. et je trouve que Buffy, pour ça, est quand même si il y a des saisons qui sont vraiment moins bonnes, des épisodes qui sont pas super mémorables, mais il y a quand même un fil rouge et il y a quand même des choses qui nous suivent et qui font, je pense, qu'on reste attaché ensuite à la série, quoi. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que il y a un autre truc que je trouve quand t'entends des interviews d'écrivains, ils te disent en fait c'est la seule issue possible. C'est la seule issue possible pour tel personnage. Et en fait, si je l'ai planté et à un moment il l'a poussé d'une certaine façon et moi je fais que en fait suivre les fils. Et je trouve ça trop intéressant parce qu'en fait Willow aussi bien il y avait il savait un peu où il l'a poussé vers un certain truc et en même temps c'est que comme ça que ça peut continuer en fait. C'est vrai. Et pareil avec le viol de Spike, enfin Spike qui viole Buffy, c'est aussi ça va vers ça en fait. Ça va vers un truc toxique et ça pourra pas être autre chose qu'un truc toxique. Après, tu trouves ? Je dis ça, mais en même temps, j'ai pas encore bien, je suis qu'à la saison 5, donc je ne sais pas encore bien comment ça évolue avec Spike. Donc je peux pas dire. Mais en tout cas, le côté amoureux, c'est vrai que on en parle par rapport à ce que tu disais de James qui Masters qui lui déjà jouait dans ce chemin-là. Donc il y avait peut-être déjà, tu vois, en fait, ce truc de en termes d'équation, tu vois, tu poses une équation de bon, peut-être pas pour le viol. Peut-être que ça, c'est autre chose. Ouais, parce que ce que j'allais dire, c'est là où je suis pas d'accord avec toi là-dessus, c'est que pour moi, dans cette storyline de ce personnage-là, le fait qu'il essaye de la violer n'est pas une continuité directe du fait qu'il soit attiré par elle. C'est 2 choses différentes dans le sens où c'est de la frustration, c'est une recherche de pouvoir, c'est tout ce que tu veux, mais je pense pas que ça soit lié au fait qu'il est amoureux d'elle. C'est encore autre chose. Il a des démons et des. Mais pour moi, c'est lié à lui, intrinsèque. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais ça me gêne. Ouais, mais ça me gêne de faire le lien entre l'amour et le viol dans le sens où je suis d'accord que c'est 2 choses différentes. Je suis d'accord qu'intellectuellement, ça. Je suis d'accord que si ça venait justifier le viol, c'est embêtant et je suis totalement d'accord avec ça parce que c'est pas justifiable. Je pense juste que en termes d'issue possible, il y a un truc dans son personnage intrinsèquement en tant que vampire frustré qui aime le pouvoir. Il y a un peu, tu vois, un truc il n'arrive pas à se contrôler et donc il y a ça, tu vois. Après,
Bah, j'attends de revoir parce que du coup, moi, je suis encore sur mes souvenirs, donc C'est j'attends ça. de revoir. Mais Moi, Mais j'avoue, vous êtes- j'aime pas Ouais. du tout ce choix qu'ils ont fait pour Spike parce Ouais. que, alors déjà, il y a déjà un viol c'est dans cette saison-là. Oui, c'est dans la même saison, si je me trompe pas, avec le trio là. Où il contrôle Ah, je m'en souviens l'ex d'un des mecs et clairement on voit pas Ah, le viol oui, mais oui, t'as raison. il y a eu un Oui, viol oui, quoi. t'as Je raison, me t'as souviens pas raison. du tout. Et, Mais et oui, donc déjà bon voilà 2 viols dans une même saison ça fait beaucoup, c'est ça vrai. fait beaucoup. Je suis d'accord. Et en plus, je trouve que de faire agir Spike comme ça, qui est un personnage adoré par toute la fanbase, Ah oui, je ça vois ce nous que tu veux fait. dire. Enfin, tu vois, je trouve que ça peut être intéressant, justement, d'amener un personnage qui est un violeur et que c'est quelqu'un qu'on a apprécié et tout, et de nous mettre face à ça. Bah oui, le violeur, c'est pas forcément un mec méchant qui t'attend dans une ruelle sombre. Ça peut être quelqu'un que tu apprécies et que tu aimes, mais je trouve que ça va pas avec le ton de Buffy et Spike. On est nombreuses à l'adorer et du coup d'en faire un violeur, t'es là, ah ouais mais non en fait moi je veux pas aimer un Ouais, je peux personnage qui est un entendre. violeur et ça va pas pour moi dans Buffy, tu vois, ça irait dans une autre série, une autre fiction, ça pourrait être très Ou avec intéressant, un autre mais personnage, pas peut-être. pour Buffy. Oui, Je pense qu'il y ok. aurait eu d'autres façons de faire pour nous montrer que bah oui en fait c'est un vampire, dans le fond il y a de la violence et plein de choses et un moment de bascule, mais Hmm. ouais Sachant voilà. que en plus ils le font violeur. Enfin là, je viens de me rendre compte, il a son âme à ce moment-là. Non, c'est avant. Ah, c'est Non, avant. c'est Ok. avant, C'est ouais. avant. Ouais. Ah, ok, ok. Et justement, par rapport à cette storyline, bah, pareil, James Marsters s'est exprimé Oui, là-dessus, relativement ouais. récemment, où il avait dit qu'en fait, ça avait été planté pour justement tuer son personnage auprès de la fanbase, et que c'était sorti comme ça, tu vois, il y avait pas Ah une ouais. logique, enfin, c'est ce Ok. qu'il dit, encore une fois, hein, mais qu'il y avait pas une logique de continuité de personnage, ça avait été planté par Whedon pour, lui, tuer son personnage, et qu'il avait eu beaucoup de mal d'une, à jouer ça, et de deux, à l'assumer, entre guillemets, et qu'il avait été en thérapie pendant longtemps Ouais. après coup. Donc, c'est en ça où je pense que, sur cette storyline particulièrement, Oui. c'est une des choses qui fait que, bon, bah, en fait, c'est quelqu'un qui a voulu jouir de son pouvoir et se dire, bon, bah, t'es mon petit acteur et tu vas faire ce que je te dis et basta. Ouais, c'est là où ça fait un. C'est vrai que le regardant comme ça, c'est vrai que c'est plus désagréable. Et j'entends aussi ce truc de. Ouais, je pense que ce lien, c'était enfin, j'explorais la pensée, tu vois, de comment il pouvait pousser. Ouais, mais c'est intéressant quand Je même. trouve ça très intéressant. En tout cas, Ouais. ce qui est sûr, c'est que pour revenir par exemple sur l'amour de Buffy, tu vois, ça peut-être c'est aussi un truc qui peut être dans. Il pousse et tu vois, une équation de en fait, il peut plus mordre. Il est obsédé par la tueuse. Ouais. Égal. Ouais. Qu'est-ce que ça fait, tu vois? Et du coup, c'est un peu genre on a jeté des dés. Mais donc c'est peut-être plus sur cette partie-là que sur la suite où là tu te dis c'est vrai que ça pose des questions surtout sur Joss Whedon où on se dit ce gars c'est un agresseur aussi, donc comment en fait ça interagit avec la création elle-même de la série quoi. Et là Et ça puis, peut poser des questions. c'est clairement quelqu'un aussi qui s'est mal comporté avec les acteurs qu'il a dirigés. Avec Charisma Carpenter, c'est pareil, quand elle a dit qu'elle était enceinte, elle s'est faite virer d'Angel et elle a passé la saison dans le coma, dans un lit. Voilà. Ah ouais. C'est ce qu'ils ont fait à son personnage. Il a tué son personnage, quoi. Et donc voilà, clairement, il fait ça, quoi. Tu vois, comme tu dis là, il a voulu tuer le personnage de Spike auprès de la fanbase. Bon, bah voilà. Mais bon, trop tard, je pense, pour le faire. Et Ouais. en vous écoutant, je dis, je reviens sur ce que je disais, où je trouve que dans Buffy, il y a plein de choses comme ça où tu vois que ça a été construit petit à petit. Mais pour le coup, Spike, même si j'adore le personnage de Spike, je trouve que des fois, on sent un peu qu'ils ont improvisé au fur et à mesure et qu'ils savaient pas trop quoi en faire de ce vampire qui peut plus mordre. Il y a un peu des moments où t'es là, ils veulent le garder, mais là, ils savent pas trop quoi en faire parce qu'il est méchant, mais pas méchant. Il va être amoureux de Buffy, mais bon, il peut pas être avec Buffy non plus. Bah, t'as toujours un peu ce truc de Spike. Souvent, tu te dis, bon, ça va parce qu'il est quand même drôle et il amène des trucs cool, mais ils savent pas trop quoi en faire, quoi. Bah honnêtement, il m'a un peu saoulé dans la saison 4 où en fait juste il peut plus mordre, il peut plus rien faire, enfin c'est inintéressant. Après, il y avait quelques blagues qui étaient cool comme par exemple il y a Giles à un moment qui dit que ils avaient regardé une série ensemble sur la télé ou je sais pas quoi et enfin c'est des trucs rigolos mais c'est vrai que il devient vraiment inutile et ça commençait à
à me fatiguer ce truc à chaque fois qu'il approche des gens, il essaie de les mordre mais il n'y arrive pas et du coup il est Ouais, Ça marche ouais. pas, ouais. je suis là genre oh, Ouais. Par c'est contre, je trouve fatigant. ça quand même intéressant l'approche de OK, bon, une fois qu'il a compris que bah il peut plus mordre et du coup ça enlève tout ça et tout ce qui va avec de sa vie, mais il continue quand il trouve, tu vois, que bah en fait, je peux quand même me battre contre les méchants. Je peux pas attaquer les humains, mais je peux me battre contre les méchants et que du coup ça le fait changer de camp, mais pas du tout parce Oui. qu'il pense que du côté de Buffy, c'est eux qui ont raison et il change lui d'avis. Il change pas d'avis. Il vient de leur côté parce que ah bah en fait là je peux me battre. Tu vois, je trouve Oui, que c'est ça ça. c'est intéressant Ça, c'est marrant, comme ouais. approche quoi. Il change pas du tout d'éthique. Il veut donner des coups de poing. C'est ça. Et ça, c'est assez intéressant. Et j'ai bien aimé aussi, tu vois, quand tu dis ils mettent en avant petit à petit des choses et que les choses après un peu interagissent entre elles. Le truc de Dawn, c'est exactement pareil que le changement de réalité avec Dark Willow. Enfin, pas Dark Willow, Vampire Willow. Mhm. Et où en fait, t'as un truc alternatif et tu te dis, ok, c'est possible. Et donc, ils ont ouvert cette possibilité-là. Et après, avec Dawn, ils l'agrandissent encore. Et du coup, il y a un peu un truc de continuité, j'ai l'impression, parce que c'est ça le risque dans des séries avec beaucoup d'épisodes et beaucoup de magie, c'est que tu commences à te contredire quand tu crées des timelines ou des trucs, ou alors tu crées des nouvelles règles un loup-garou, ça fonctionne comme ça, mais en fait, ça fonctionne pas exactement comme ça, etc. L'avantage du fantastique, c'est que tout est possible. Tu peux faire tellement de choses, mais la condition, c'est que tu poses des règles et tu suives tes règles et que voilà, tu gardes une cohérence quand même dans le tout possible, quoi. Et c'est ça la difficulté, quoi, de dire je peux faire n'importe quoi tant que ça fait sens par rapport à ce que j'ai déjà fait. C'est n'importe quoi de cohérence, s'il vous plaît. C'est ça. Et en parlant de personnages qui ont été tués, je me pose la question si vous savez ou pas par rapport à l'autre sorcière, Amy, qui est transformée elle est transformée en rat pendant genre 3 saisons, 4 saisons. Et tu te dis pourquoi? Est-ce que l'actrice était pas là et du coup ils en ont profité? Parce que à un moment ils en parlent de temps en temps et tu te dis ah oui c'est vrai il est toujours là ce rat et on le voit plus en fait pendant une saison entière. On le voit même plus. Tu te dis, mais. Je sais pas, tiens. C'est trop bizarre. C'est vrai que le fait qu'ils gardent le rat, ça laisse quand même supposer qu'ils avaient prévu de la ramener à un moment donné, quoi. Parce que sinon, le rat se serait échappé. Enfin, quel est l'intérêt de s'occuper du rat? Parce que. Vous vous souvenez à un moment si elle revient? Pour moi, elle revient. Si, elle revient. Oui. Si, elle revient. Oui, on est d'accord. Et puis surtout, c'est vrai que c'est rigolo parce qu'il y a un moment donné, alors j'ai plus la timeline, mais je me souviens qu'à un moment donné, quand Willow commence à développer ses pouvoirs, et je crois que c'est justement l'épisode où tout ce qu'elle dit se réalise. Oui, oui, c'est ça. C'est celui-là. Tu la vois en fond qui se transforme en l'actrice et puis ça revient le rat. C'est comme, vous l'avez appelé juste pour ça. C'est trop drôle. C'est hilarant. Peut-être qu'elle a un lien avec les créateurs ou les scénaristes ou autres. Qui fait que. Vous avez des personnages que vous aimez beaucoup dans Buffy et qui sont morts très tôt ou trop tôt? Moi, j'en ai 2 en tête. Alors, moi, j'adore Faith. J'aurais aimé qu'elle soit là plus qu'une saison et un épisode, une saison. Et après, non, elle revient à la fin quand même. Mais bon, j'aurais aimé qu'elle soit là beaucoup plus parce que j'adore Faith. Mais moi, j'en ai pas qui sont morts trop tôt. Ceux que j'aime, c'est ceux les principaux et qui sont restés jusqu'à la fin. T'as qui, toi? Moi, j'ai Kendra. Je trouvais c'est ce que j'étais en train de dire. Moi, j'ai pas trop aimé Kendra. Mais pareil, j'attends de revoir. J'ai pas encore revu, donc j'attends de revoir. Mais... Surtout avec son petit pieu qu'elle appelle... Mr. Pointy. Ouais, c'est ça. et Madame Calendar. J'aime trop. Ah oui, j'adore aussi. Ouais, moi aussi, je l'aime bien. Et je trouve ça trop drôle. Je sais pas si c'est préféré, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Je la trouve très douce et je trouve ça dommage parce que... Et sa mort est si tragique. Enfin, c'est un moment, un tournant dans Buffy, quoi. Enfin, c'est vraiment, ça fait partie des épisodes où tu chiales. Ouais, mais c'est bien. Par contre, c'est bien écrit. Tu vois, c'est pas une mort que je trouve sous une poutre. C'est pas une poutre.
Et ce que je trouve rigolo, c'est que la voix, parce que moi je regarde en Mhm. VF, la voix de Madame Calendar en VF, tu la revois dans des petites voix à droite à gauche en fond. Ah, Et je trop trouve ça drôle. hilarant parce que d'un coup tu te dis, C'est mais je la connais cette voix. C'est vrai que cette doubleuse, elle est très prolifique. On l'a beaucoup entendue dans les années 90-2000. Donc, bon, bah, fallait bien qu'elle travaille, hein. Ouais. Et est-ce que t'as des épisodes, Et je me pardon. dis, ça serait, Vas-y, je te laisse terminer. je me dis, ça serait rigolo, tu sais, je me demande, tu vois, s'il n'y a pas de reboot de Buffy ou pas de choses comme ça, il pourrait très bien y avoir un redoublage ou où ils refont les effets spéciaux, des choses comme ça. Alors, ils Je me dis, ont ça pourrait- remasterisé déjà. ils ont tenté. Ne me lancez Ah ouais pas sur le sujet. Ah ouais? Parce que le serpent, là, dans la fin de la Alors ouais, saison du coup, 3, ils peuvent pas refaire tous les effets spéciaux. Ils ont pas refait tous les effets spéciaux, mais ils ont remasterisé. Et Ah bon écoute, on t'enverra une vidéo qui te dit pourquoi le remaster. Bah du coup, si tu regardes ce Disney+, t'as la version remasterisée. mais oui. Et je la déteste Ah, parce qu'ils ont changé la colorimétrie. oui, Ils n'ont voilà, pas tu respecté m'as la par- colorimétrie. tu en as J'en parlé, avais ouais. parlé. Le cadrage aussi. Et le cadrage. Le cadrage. Et la colorie. Mais en fait, tu vois, le cadrage, à la limite, je veux bien. Mais la colorimétrie, ça fait partie de l'ambiance, quoi. Laissez-nous ça. Non, mais le cadrage, ça fait partie de la Oui. compréhension aussi. Mais ils n'ont pas Oui, remasterisé mais bon, tous les trucs qui remasterisent, ils refont le Ouais, cadrage. je sais, ouais. Ils n'ont pas remasterisé les effets spéciaux, par contre. Bah, par contre, je crois qu'ils n'ont pas trop touché aux effets spéciaux. Bah ouais, parce que Ouais. le serpent... Ouais, le serpent, il y a des serpents. est- Il y en a deux des serpents, ils ont tous les deux une sale gueule. Ouais, les deux serpents, c'est vrai. Et même, là, j'ai eu un épisode avec une météorite. Oh. C'est genre le seul épisode où il y a un extraterrestre. Ah, oui. Et en fait, tu vois Tara et Willow qui regardent le ciel et d'un coup, tu vois un gros truc très mal fait, tu sais, qui se descend et tout. Enfin, Ça fait le charme aussi de la série. C'est vintage, voilà. c'est ça. Mais ouais, un truc, Nat, tu voulais nous lancer sur les épisodes. Ouais, les c'est ça épisodes préférés. Je suis curieuse de savoir c'est quoi tes épisodes préférés, Tim. Ah, je sais pas, il y en a pas mal que j'aime Mhm. bien. La mère qui Oui. meurt, c'est oufissime Ouais. parce que c'est tellement trash. Et ce que j'adore, c'est que t'as vraiment 2-3 épisodes comme ça où d'un coup, il y a un génie dans les cadrages et dans Mhm. les Ouais. plans. Et celui-là, ça en fait partie où vraiment ils savent te mettre des silences qui te font bien chialer, grave. tu sais. Et Il y a pas de musique du tout dans cet épisode. C'est Ouais. vraiment ça le rend Zéro ultra musique. pesant. Il y a plein d'épisodes comme ça où sur la réalisation, c'est hyper original. On voit bien que c'est Ouais. pas juste une série où allez, on enchaîne les épisodes et on fait ça pour faire un truc qu'on diffuse à la télé, même si on aime bien le faire, tu vois. On Mais- voit qu'il y a vraiment une démarche artistique derrière certains épisodes. quoi. la qualité d'originalité des épisodes Mhm. varie, je trouve. Oui, Après, c'est normal, mais je vois, C'est il y a sûr. vraiment certains épisodes où je me dis, ah ouais, là, ils ont bien Mhm. filmé. Par Mhm. exemple, il y en a où tu te euh, dis là, ils l'ont fait vite fait. Ah oui. Bon. quand Face et Buffy changent de corps, échangent Ah de ouais. corps, Mhm. génial. J'ai trop J'ai hâte de aimé. le revoir celui-là. Et t'as un plan où elle est dans Oui. le miroir. Elle Et s'entraîne. je trouve que Sarah Michelle Ouais. Gellar joue Mhm. tellement bien. Je trouve que Face... Bon, après, là, c'est aussi le problème du doublage, c'est qu'ils ont changé la voix de Face dans cette saison-là. Ah. Et du Ah. coup, en fait, tu la vois 2 fois ou 3 fois et la voix est pas la même et ça marche pas du tout. Et en fait, peut-être ça joue aussi, mais je trouvais que l'actrice de Face arrivait moins à reprendre les mimiques de Sarah Mhm. Michelle Gellar. Alors, Sarah Michelle Gellar Mhm. arrivait à reprendre les mimiques de Mhm. Face, de l'actrice de Face de façon tellement bien. Et c'était vraiment un bel Mhm. épisode. Et donc, ces épisodes-là, je les aime bien. L'épisode musical, Évidemment. incroyable. Trop bien. Oufissime, L'épisode cet et épisode. l'épisode silencieux aussi pour faire la balance. Oui, lui aussi, bah il est voilà. extra. Ouais. Bah, pour moi, c'est des monstres qui marquent Ah oui. vraiment parce que t'as plein de monstres Ouais. qui sont juste, ok, tu mets des cornes, tu mets un petit maquillage et tout, et hop, ça te fait un monstre. Là, t'as vraiment un truc à la Tim Burton Ouais. où quand ils Ouais. volent et le contraste de eux qui sont très calmes Mhm. et les chiens qui bougent dans tous les sens. Ouais. Je trouve qu'il y a vraiment une direction artistique qui, là où pour le coup, tu te dis, ouais, c'est du bon Ouais. niveau.
C'est Euh, c'est vraiment des monstres qui sont devenus emblématiques de Buffy, Hmm. quoi. À juste C'est titre, ça. hein. Donc ouais, ces épisodes-là sont vraiment bien. Après, j'ai 2-3 passages que j'aime bien comme ça. Bah, le passage que je vous ai dit là de Harmonie, je le trouve juste hilarant. Et vraiment, c'est juste un extrait que d'un coup m'a remarqué en Mhm. revoyant. Sinon, il y a aussi un passage qui passe un peu sur les réseaux sociaux. Je voulais vous en parler un peu plus tôt. C'était quand Giles se drogue Buffy et que Cordelia, je crois on en a parlé en off, et que Cordelia, elle voit Buffy, enfin elle voit Giles et Buffy, elle commence à faire des blagues. Elle voit Buffy, Buffy lui dit euh, j'ai besoin de rentrer. Cordelia lui dit je te raccompagne. Et d'un Mhm. coup en fait, hop, sororité. Enfin un moment où tu te dis ça fait du Ouais. bien de voir une Cordelia sérieuse. Tu te dis c'est Mm. cool quoi. Et donc il y a voilà comme ça des petits trucs que je capte que j'aime bien. Et puis aussi ce qu'on a dit là de Buffy et Spike qui veulent se marier, c'est hilarant. C'est si drôle. J'aime bien l'épisode des hyènes Ah ouais? aussi dans la saison Hmm. 1. Enfin, en fait, c'est que au collège, j'aimais beaucoup les types d'histoires comme ça de transformation. Mhm. Transformer le caractère de quelqu'un et aller vers quelque chose de plus animal, je trouve ça, c'est quelque chose qui me fascine et que je trouve assez intéressant. Et Il je m'avait trouvais que marqué, moi aussi, cet épisode. Pardon, je t'ai coupé. Il ouais, m'avait marqué aussi quand je l'ai vu ado, cet épisode. Je m'en souvenais vraiment bien, quoi. ouais, bah voilà, je le trouve assez Mm. cool. Donc ouais, ces épisodes-là, je les trouve pas mal. Et puis après, j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit de façon instantanée. Si je creuse, je pense que je peux en trouver plein parce que il y a plein de trucs intéressants. Est-ce que t'as une saison préférée? Une saison, bah alors, la saison avec Angel, la saison 2 est pas Ouais. mal, il me semble. Angel ou Angelus? Euh, C'est quel ton préféré? Avec Angelus. quand Angel devient C'est lequel ton Angelus. préféré? Ouais, c'est ça. Ou est-ce que t'as un préféré d'ailleurs? Ça se trouve, pourquoi c'est pareil? Oui, non, parce que c'était la saison que je Pas, demandais. Je demandais la Hmm. saison. oui, en termes de saison, Ok. donc cette saison-là, je trouve que il me semble qu'elle est Ouais. pas mal. Et puis ça ajoute un truc de se dire, attends, elle trouve le vrai amour et d'un coup là c'est le Ouais. bordel. Je trouve ça rigolo. Et je crois que j'aime beaucoup cette saison avec. Enfin, je commence à vraiment bien. Enfin, j'aime bien le truc qu'on rajoute avec Gloria et avec Dawn. Donc saison 5 j'aime Ouais. bien. Saison 4 avec Riley, je trouvais intéressant, mais ça m'a saoulé le passage Riley. Et saison 3, il y avait quoi déjà? C'est le maire. C'est le maire, Le ouais, maire. et Face. Ah bah Face, le passage, ouais, c'est quand même un truc vraiment intéressant Ouais. avec Face quand même. Surtout quand tu l'as fait évoluer de... Enfin, c'est tellement complexe ce Ouais. personnage que je trouve vraiment hyper pertinent. Il y a des moments où tu te dis, t'as envie de la croire quand elle va voir Angel et que elle est triste, mais en fait, genre, c'est de la manipulation. Enfin, il y a tout un truc qui est vraiment très pertinent, je trouve. Et le maire est rigolo aussi. Bon, après, quand il se transforme en serpent, c'est un peu ridicule, mais bon. Non, moi j'aime bien. C'est rigolo. C'est vrai que ça Voilà. a du mal vieillir, ça. Il va super vite. Ouais, c'est voilà, les effets spéciaux. Mais voilà. Et je repense à des extraits que j'aimais bien. Il y a un extrait que j'aime bien dans la saison du coup 4, il me semble, où ils revont dans le lycée et ils disent ah ouais, c'est moins austère que quand on y était. Je crois ils disent un truc comme ça, de genre c'est dans des ruines et tout, et soit il y a quelqu'un qui dit c'est austère et l'autre dit ah mais ça l'était encore plus quand... quand il était construit. Et ça, je trouve ça très très drôle. Et vous, c'est quoi du coup vos saisons Ah, moi préférées? j'ai déjà un classement. Vas-y. Ah ouais, une Vas-y, tier Chloé. list. Moi j'aime bien faire des listes de trucs que j'aime bien. Donc quand j'arrive pas à dormir, je fais des classements dans ma tête. Trop Donc bien. j'ai déjà fait le classement des meilleures saisons de Buffy. Donc ma préférée c'est la 3e avec le maire et Faith. Ensuite c'est la 2e avec Angel qui devient Angelus. Ouais. Ensuite c'est la 7e avec la bataille finale et toutes les tueuses potentielles. Ensuite c'est la première parce que il y a de l'attachement nostalgique beaucoup dans la première. Ensuite c'est la 6e avec le trio. Puis
Non, la 6e avec le trio, puis la 5e avec Glory, et la 4e avec l'armée qui est vraiment... Même s'il y a des très bons épisodes... Pourtant, il y a des très bons épisodes. L'épisode avec justement Silencieux, là, avec les monstres, c'est dans cette saison-là. Il y a vraiment des très bons épisodes, et même la fin, je trouve qu'il y a des trucs très intéressants. Mais tout le truc, donc déjà, Adam, voilà, pire méchant. Et tout le truc de l'armée, moi, ça m'a saoulé, quoi. Mais pourtant, je trouvais ça intéressant de se dire, comment on fait interagir avec la science? Ça, c'est trop intéressant parce que faut arriver à se renouveler après le maire, et je trouve que c'est pertinent. C'est vraiment pertinent, et tout le début où tu sais pas trop, c'est trop bien. Dès que tu commences à savoir et qu'elle commence, Buffy, à être dans le commando et tout, ça commence à être un peu grossier, en fait. C'est là où ça se prend un peu au sérieux, et c'est un peu dommage. Mais tu vois, c'est une saison que j'apprécie plus au fil des rewatch. Mais je pense qu'à l'époque, en fait, c'est là que j'ai décroché de Buffy, que j'ai un peu arrêté de regarder, ou regarder de façon beaucoup plus occasionnelle. Donc je pense que c'est ce qui fait que ça a laissé ce sentiment de j'aime pas trop cette saison. Je pense que ça, à l'époque, ça m'avait un peu saoulé, l'arrivée des militaires. Mais plus je la regarde, plus je vois quand même les trucs qui sont aussi bien dedans, quoi. Mais bon, elle reste quand même en bas de mon classement. Ouais. Et Gaëtan, moi, je crois que c'est à peu près comme Chloé, sauf que j'aurais mis la saison 5 plus haut. Je pense que j'aurais mis la saison 5 avant la saison 1, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Gloria, l'arrivée de Dawn, et le final où Buffy se sacrifie. Donc 3-2, je suis d'accord. Ouais, j'aurais mis 5. 6, parce que je trouve que le basculement vers un truc beaucoup plus dark, ça m'a beaucoup plu, et c'était un bon renouvellement. Pas du tout de ce qui se passe, mais c'est là où il y a Dark Willow. C'est là où il y a Dark Willow, c'est là où Dawn devient klepto, c'est là où il y a la tentative de viol. Enfin, tu vois, il y a plein de thèmes. La mort de Tara, la mort de Warren aussi, qui est très pour du Buffy, c'était très graphique, la mort de Warren. Donc je trouve que un des gars du trio, où Willow finit par l'écorcher vif. Ok, je me souviens pas du trio, donc tu verras ensemble. Les trois gars. Ouais, je garde dans bientôt là. Tu arriveras bientôt. Ouais, c'est ça. Je garde dans les parties qui est oubliée et qui va être découverte et qui va être du coup. Waouh. C'est vrai. Et je crois que la chanteuse Florence Welch, Florence and the Machine, je sais pas si vous connaissez, je crois qu'elle avait dit en interview, elle est fan de Buffy, et que la saison 6 c'est sa saison préférée, et je crois même qu'elle a écrit une chanson dessus. La saison la plus dark. Alors je crois pas que la chanson soit vraiment sur Buffy, mais que un peu ça a inspiré un peu un truc, je crois, je suis plus très sûre de moi, mais je crois qu'il y a quelque chose comme ça, et en tout cas oui, qu'elle avait dit que la saison 6 c'est sa saison préférée, et j'avais été là, ah ouais, quand même quoi. Lourd, madame. J'adore ces épisodes-là. Moi, j'adore savoir que des célébrités sont fans de Buffy. Ah oui, c'est trop bien. Dès que quelqu'un dit je suis fan de Buffy, je suis là. Mais même des célébrités, même pas que des célébrités, hein, juste des gens que je suis sur les réseaux et qui vont dire je suis fan, j'adore Buffy et tout. Je suis là, mais oui. Et ça fait tellement du bien aussi quand tu vois que dès qu'il y a une petite news sur Sarah Michelle Gellar ou sur qui fait un nouveau film, Télérama se réempare de Buffy. Enfin, il y a vraiment un impact culturel énorme, quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce que c'est parce que j'ai que des truks Instagram de Buffy maintenant que j'ai l'impression que l'impact est énorme? Ton algorithme est un peu biaisé. Je suis pas certain, mais... non, mais quand même, si, ça a eu un impact très fort. Oui, et puis quand on voit que là, à 2 générations d'écart, on la redécouvre et on l'aime autant, c'est que il y a quand même quelque chose. Clair. Ouais, c'est quand même ouf. Ouais, c'est pas comme d'autres séries de votre époque qui, moi, m'ont jamais touché et j'ai jamais touché non plus, tu vois. C'est sûr. Donc, je sais pas, mais par exemple, Charmed, j'en ai entendu un peu parler, mais j'ai jamais pris le temps de regarder. Mais d'ailleurs, même en termes de série, je pense que Buffy, c'est vraiment la série sur laquelle je suis le plus attaché. Ah ouais. Dans le sens où, je sais pas, mais après, j'ai pas vu beaucoup de séries en entier. Donc, c'est peut-être aussi le truc, c'est que, j'ai beaucoup aimé Westworld. On en avait parlé un petit peu en off. J'ai pas mal aimé Sabrina, Chilling Adventures of Sabrina, la version Netflix. Mais Buffy, c'est celle que j'ai regardée, enfin, en termes de longue série, c'est la seule longue série que j'ai regardée et que j'ai appréciée jusqu'au bout.
Doctor Who, j'avais un petit peu regardé, mais j'ai pas accroché autant. Et puis, je me suis jamais lancé dans Friends, je me suis jamais lancé dans des séries longues comme ça. Donc, c'est la seule vraiment où j'ai regardé vraiment de A à Z, quoi. Donc, ouais. Donc, c'est assez intéressant. Et est-ce que autour de toi, t'as beaucoup de gens qui regardent Buffy de ton âge? Bah, pas vraiment, en fait. Au collège, j'avais une pote qui regardait et elle était elle était plus dans le côté romance et tout de Buffy, c'est ça ce qui l'intéressait. Et elle sautait un peu les épisodes qui l'intéressaient pas. Elle était vraiment Qui fait ça, enfin? Comment ça, on saute des épisodes? Comment ça? Comment ça, on saute des épisodes? Et en fait, il y avait aussi ma prof de français de collège. Oh waouh, le coup de vieux. Ta prof qui regarde Buffy. Qui regardait Buffy et du coup, on en parlait un petit peu et c'était trop bien. Mais c'était les seules personnes à qui je pouvais en parler et un poil, une autre personne dans mon entourage, mais c'est tout. Et vraiment, c'est les seuls. Et donc, il n'y a pas eu d'autres personnes à qui je pouvais parler de façon aussi intense, à part avec mes parents où du coup, on débat parfois de trois trucs quand on se regarde les épisodes, quoi. Mais c'est vraiment un truc familial, en fait, Buffy. Ouais, c'est bien ça. C'est cool de partager ça avec tes parents. Grave. Ouais, c'est assez marrant parce que, en fait, ma mère est très série. Donc, elle se regarde beaucoup de séries et elle enchaîne vraiment plein de trucs. Et donc, après, quand elle défriche. Après, quand elle aime regarder des trucs, elle nous les fait partager. C'est ça. Et notamment, elle nous a défriché un truc, on en avait parlé en off, qui s'appelle Extraordinary. Ah oui, incroyable. Oui, incroyable cette série. Et j'adore. Et ça, c'est une série que j'aime beaucoup. Après, ce qui me saoule, c'est que toutes les séries que j'aime, elles sont cancel par Netflix. Ça, que ce chiant. soit Shadow and Bone, The Order, Westworld et du coup Extraordinary, que des saisons annulées. Donc ça me saoule un petit peu. Ça, c'est dur. Hein. Et ça me donne plus trop envie de regarder des séries. Bah ouais. Au moins, les vieilles séries, elles sont finies. Voilà, c'est ça. Mais bon, on peut attendre des reboots. Ouais. Le reboot n'arrivera jamais. Abandonnons cet espoir. Bon, du coup, pour conclure, si tu devais convaincre quelqu'un de ton âge qui a jamais vu Buffy de regarder Buffy, tu lui dirais quoi? Et je pose cette question parce que ma petite sœur, donc qui est quand même plus âgée que toi, mais qui a 9 ans de différence avec moi, m'a dit j'ai essayé Buffy, mais j'ai trouvé ça trop vieillot et trop lent. Enfin, je suis pas accrochée, quoi. Bon, moi, je lui ai dit faut regarder au moins la saison 1 et continuer après. Mais toi, qu'est-ce que tu dirais? Je sais pas, et j'adore ta question. Et je saurais pas en fait dire parce que moi, ce que je dis, je pense, c'est que ce qu'on a dit, c'est que c'est profond, c'est intéressant, il y a des blagues qui sont pertinentes, c'est bien écrit. Et puis je m'attache au personnage et tout. Et puis la vibe 90-2000 est trop cool aussi. Je pense que ça peut parler en fait à toutes ces personnes-là qui commencent à grave kiffer les friperies. Enfin, genre, je pense que si t'es fan de friperie et de brocante, regarde Buffy. Moi, je suis fan de brocante et de vieillerie, donc je suis désolé, je commence à vous tacler de ouf. Mais non, mais c'est bon, déjà moi ça a commencé dès quand j'étais à la fac, quand les soirées étudiantes on commençait à faire des soirées années 90. Ah ouais, ok, on nous enterre très jeune quand même, hein. T'as 23 ans, t'es déjà une soirée à thème, quoi. Bah ouais, mais ou t'es un costume, tu sais, un costume, Target. Bon, des costumes orange là, mais ouais. Pour ma génération, je dirais si vous aimez les brocantes et si vous aimez les friperies et les trucs vintage, bah Buffy, ça fait partie des trucs vintage à regarder. Et si vous aimez l'esprit, c'est vrai, 90-2000, bah c'est ça, moi regardez Buffy, quoi. Ouais. Je suis très musique, toutes les musiques de Buffy, je les ponce. En ce moment, je m'en remets plein. D'ailleurs, je me rends compte parfois que les mix de Buffy sont pas les mêmes. Par exemple, Strong, la musique Strong qui est dans l'album, dans le CD. Elle, c'est un remix spécial pour Buffy. Ah ouais. Et en fait, la version originale n'est pas pareille.
Et les deux ont leurs avantages et leurs défauts. Et je trouve ça Je pense marrant. que ça se faisait pas mal à Ouais. l'époque pour les séries, ce genre de trucs. Hein. La série, ça servait vachement de tremplin pour plein de groupes et de musiciens. Mm. Bah, Running Up That Hill dans Stranger Things, Mm. ça a Oui. boosté. Mais alors, du coup, ça l'a reboosté parce que c'était déjà une méga star avant. Oui, c'était déjà une méga star. Mais... Non, Qu'est-ce j'allais que dire la t'as même dit chose. Je me dis, mais attends, Running Up the Hill, c'est pas une vieille chanson plutôt? Oui. Ah, si. Puis c'est Kate Bush, quoi. C'est quand même une méga star. Ça l'a Oui, pas, c'est ça l'a, une mais méga ça, star. ça l'a, C'est re- une ça l'a, méga star. ça l'a fait connaître Oui, auprès c'est des ça. jeunes. Ça l'a reméga starifié. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ouais, non, Buffy, c'est ça ce qui est intéressant. Et puis, le sérieux. Mhm. Ouais, excuse-moi. Je voulais juste conclure sur Non, ça. mais c'est que vas-y, termine. On a dit, il y a des des épisodes qui sont très sérieux et ça, c'est trop cool parce que ça fait du bien quand des personnages qui, d'un coup, ils prennent de la profondeur, ça fait vraiment kiffer. Et ça, je trouve ça trop cool. Et c'est pour ça que je conseillerais. Trop cool. Eh ben, écoute, merci d'avoir discuté avec nous. C'était chouette. On espère que les jeunes t'ont entendu bah, et voilà. qu'ils vont regarder Buffy maintenant. Ouais. J'espère, ouais. Les Voilà, on Jones. pourrait, je crois qu'on pourrait continuer à parler encore longtemps et longtemps et longtemps, mais il faut s'arrêter Tellement. au bout d'un moment parce que l'objectif n'est pas de vous faire un podcast de 6 heures. Challenge marathon podcast. Ça devrait être un concept Donc, marathon. Jusqu'à combien de temps vous survivez avec C'est 100 ça, avec personnes nous, fans qui parle de Buffy. Donc, eh ben écoute, merci d'avoir été là. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Donc, vous pouvez me retrouver sur mon compte public, Timin @chewan, CHEHWAN. Et Timin, ça se prononce comme ça s'écrit, TIMIN. Et vous pouvez aussi voilà, me suivre là-dessus et voir un peu ce que je vais sortir. J'ai des choses qui arrivent. Donc, notamment, j'essaye de poster un petit peu tous les travaux que j'ai fait de graphisme, parce que du coup, je suis en direction artistique. Et notamment, j'essaye de publier un recueil de poésie. Oh, Trop trop bien. cool. Ça va arriver petit à petit un jour. Donc voilà. Eh ben, trop bien, on va suivre ça et puis on vous mettra bien sûr le lien vers le compte de Timin dans la description. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour faire notre point série de l'été. Comme on n'a pas fait de point série en juillet, on aura le point de série de tout l'été, mais on essaiera aussi de rester sous la barre des 2 heures. Challenge très compliqué. En très attendant, compliqué, vous challenge. pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Blabla Série avec un S.podcast sur Pinterest, Instagram, YouTube et TikTok. Et vous pouvez nous envoyer un mail, Blabla Série avec un S, point podcast. Non, Blabla Série. Si, il y a un point, je sais plus notre adresse mail. Oui. Il y a un... Oui. Nat, viens me sauver. .podcast@gmail.com. Blabla série avec un s.podcast@gmail.com. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. On adore parler avec vous. Et puis surtout, donnez-nous notre avis sur Buffy. Est-ce que pour vous, c'est Ouais. vintage ou est-ce que c'est une série d'actualité? Voilà, du tout. Nouveau Carrément. débat. Nouveau débat. Buffy vintage ou actuel. Vous pouvez bien sûr nous laisser un avis et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous fait plaisir et ça nous aide à faire connaître le podcast. Et si c'est pas 5 étoiles, vous l'envoyez par mail. Vous l'envoyez. Vous pouvez aussi nous envoyer vos messages d'amour par mail pour nous dire qu'on est génial. Mais vraiment, mettez-nous 5 étoiles quand même. Oui. Et même si vous aimez pas, vous mettez 5 Mettez étoiles. 5 étoiles quand même, ouais, bien sûr, Et dans vous tous dites, les cas. on déteste, mais on met 5 étoiles parce Mais qu'on on est met- gentil. Ouais, exactement. Soyez gentils avec les amateurs, Merci. les podcasteuses amatrices. Faut pas être Qui comme font ça pour le Angelus. kiff, voilà. Bon, toi, Nat, où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur Threads @tuto Pinterest, TUTOS Pinterest, ou comme son nom ne l'indique absolument pas, on parle de séries et de films. Et toi, Chloé? Moi, on me retrouve sur Substack, Chloé Chenet, CHLE-CHENAIS, ma newsletter La Chronique. On parle de tout ce qui me passe par la tête sur le moment. Voilà, donc venez vous abonner et venez vous donner vos avis sur ma vie que je partage dans ma newsletter. Bon, bah voilà, on a tout dit. À la prochaine. On a tout dit. Salut. À la prochaine et merci de votre écoute. Merci, Ciao. salut.